Cette semaine à Apéro Cigare, on parle de bio-anthropologie. Ben non, c'est pas vrai. C'est un poisson d'avril. Non, on parle d'identité québécoise. Bref, d'apéro. Aussi des automobiles, quelque chose comme ça? On parle de publicité automobile. On parle de ce qu'on a vu de films, parce qu'il y a aussi le documentaire Seaspiracy sur Netflix. Qui nous a bien marqué. En tout cas pour ma part. Oui. Puis, mes Barek, c'est l'heure de l'apéro cigare, c'est l'heure de l'apéro cigare, c'est l'heure de l'apéro cigare. C'est l'heure de l'apéro. Je pense que je réussirai jamais à avoir une introduction, j'ai de l'allure, mais... Ouais, mais c'est rushant, hein? C'est comme quand il y a la musique qui va, il faut que je dise ce que j'ai à dire. Il y a trop de rythme, Je suis esclave du tempo. Ouais. Mais Barek, Jeffrey? toujours un plaisir d'avec toi. Toujours un plaisir. Ce mercredi pour cette toute nouvelle émission d'Apéro Cigare, Yes, sir. numéro 7. Yes. Apéro Cigare, poisson d'avril, parce que on sait que le 1er avril, c'était la semaine passée, en fait. C'était mercredi passé. Techniquement, on est encore dans le 7 jours. Oui, puis On continue sur il y a le bien des nouvelles cette semaine qu'on s'est dit, vous n'allez pas croire qu'est-ce qui est sorti. Vous allez dire, c'est clairement un poisson d'avril. Et non, tout ce qu'on vous dit cette semaine, c'est des real facts. J'espère, en tout cas. Tout ce qui a été pris de Fox News. Non, il y a une certaine rigueur intellectuelle dans nos recherches, n'est-ce pas? Toujours. Sauf une petite blague de temps en temps. Ben ouais. Non, cette semaine, on parle effectivement d'identité québécoise avec la polémique du franglais, puis on parle aussi de publicité automobile. Ouais. Mais on n'en parle pas plus pour l'instant. À savoir, est-ce que les publicités automobiles devraient être considérées comme Illégales par exemple, comme celle du tabac, c'est ça? Du tabac, voilà. Est-ce que finalement c'est un problème de société qu'on devrait régler? Bref, mais Barek, on n'en parle pas tout de suite. Je suis content. Parce que avant toute chose, on a une amuse-gueule, mais avant même l'amuse-gueule, faut boire quelque chose parce que sinon ce serait pas un apéro. Non. Et cette semaine, tu nous as apporté un petit produit toujours québécois. Oui. Du cidre québécois, du cidre de pomme, de la cidrerie Milton. OK. Une cidrerie qui se trouve à Saint-Cécile de Milton. Ben voyons. Ben oui. Tu me crédis. Je pourrais pas te dire exactement c'est où au Québec, mais... ça serait Saint-Cyril de Milton. Ça. Parce que comme à chaque semaine, on s'efforce de vous faire découvrir certains des produits québécois. Saint-Cyril de Milton. Yeah. Donc, 4,5% d'alcool. Mm-hmm. C'est un cidre pétillant, gazéifié, qui effectivement m'apparaît très très bon. Donc, je vais attendre que tu... Ah, la tienne? Cheers. Goûte-moi à ça. Ils disent que c'est très très léger. Sur la boîte en tout cas. C'est vrai, c'est vrai. D'habitude, le cidre, un goût très accentué de pomme. Lui, je le sens pas. Très rafraîchissant. Puis j'aime bien le artwork qui est une espèce d'orignal qui fait du bike. J'adore. C'est très simple. Tu sais, le gros orignal avec le petit vélo. Sérieusement, j'aimerais ça avoir juste un cadre de ça. Tu sais, c'est tellement cool. Ouais, je pense qu'on va proposer à Milton si ils font des cadres. Puis, t'imagines? Ce serait cool. Tellement cool. Ce serait vraiment cool. Puis, en tout cas, shout-out à Cidrerie Milton, à Saint-Cécile de Milton. Je dois avouer que j'aime beaucoup. J'aime vraiment ça. Très léger. J'aime le côté gazéifié aussi. Oh, ouais. Je donne une très bonne note à ce cidre. Ah ouais, clairement. Clairement, un des 7 produits jusqu'à maintenant. Je pense que c'est mon top 1. Ouais, hein? Des 7 produits qu'on a essayé jusqu'à maintenant. C'est une bonne idée qu'on fasse notre classement nos produits référés sur les différents réseaux. Fait que si ça vous tente de savoir c'est quoi les meilleurs produits, on pourrait faire un blog, un article, peu importe. Suivez-nous, Facebook, Spotify, Instagram. C'est pas sur Instagram que justement tu mets tout le temps une petite affaire de... Toujours, des critiques de films, de choses que vous devez regarder, des choses que vous devez lire, de choses que vous devez goûter. Ouais. Donc, si vous nous suivez sur Instagram, dans nos actualités, dans nos stories, vous allez voir, ils essayent ça, eux autres, puis ils aiment ça. Donc, cliquez, juste j'aime. Sinon, on a aussi notre canal YouTube. On a en fait tous les canaux, réseaux sociaux qui existent, sauf Twitter, je pense qu'on les a. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Tu vas-tu débarquer sur l'Oiseau Bleu ou quoi avec le compte apéro? Je sais pas. L'Oiseau Bleu me tente toujours, honnêtement, le fameux Twitter. Mais on dirait que... Plus je prends des réseaux, plus on dirait que ça me prend du temps, puis j'ai comme pas le goût. Ouais, justement, moi, par exemple, je t'avais parlé au début de l'année, j'ai fait une grosse pause de tous les réseaux sociaux, puis j'ai décidé de juste revenir sur Facebook. Sérieusement, je trouvais du temps pour faire des trucs que j'avais pas le temps de faire avant. Je trouvais ça vraiment revigorant. Je pourrais pas faire apéro en ce moment si je serais sur Twitter. Non.
Mais parlant de réseaux sociaux, Ah. sais-tu qui que Facebook a décidé de suspendre son compte pendant 1 mois? On a déjà parlé de lui à Apéro Cigare plusieurs fois. Je vais prendre une chance, je vais dire que c'est quelqu'un qui est assez totalitaire. Est-ce une belle moustache à la Staline? Je pense qu'on est proche. On chauffe. C'est Nicolas Maduro, Ouh. le président du Venezuela. Le champion de la démocratie. Exact. Ben lui, depuis 1 ou 2 jours, Facebook a décidé de suivre ses politiques. Qui après l'avoir, on l'avait mis en garde il y a comme 1 mois d'arrêter de faire de la désinformation sur son compte Facebook, mais il n'a pas arrêté. Donc cette semaine, le Facebook a décidé de suspendre son compte. Pourquoi? Parce que, comme je viens de le dire, il faisait de la désinformation par rapport au coronavirus. Puis voilà, avec toute cette réalité de la pandémie, Facebook a décidé de prendre vraiment des mesures concrètes pour endiguer la désinformation, surtout après l'ère Trump qui n'arrêtait pas de s'autoproclamer président alors qu'il ne l'était pas. Depuis ce temps-là, on voit que les réseaux sociaux prennent des mesures concrètes pour endiguer la désinformation. Puis dans ce cas-ci, Nicolas Maduro, le président du Venezuela, lui, il faisait la publicité d'un médicament qui s'appelle voyons, comment il s'appelle? Anyways, un médicament qui n'est pas encore reconnu par l'OMS. Puis lui, il dit que ça, sur son compte Facebook, il dit ça, c'est le médicament qui va faire en sorte que, je veux dire, 100% de chance que tu résorbes du coronavirus si tu l'attrapes avec ce médicament-là. Donc c'est un traitement, pas un vaccin, mais un traitement. Puis là, c'est intéressant de voir comment... C'est pas un sentiment de déjà-vu un peu? Avec Bolsonaro qui disait, oui, et même Trump qui disait que l'hydrochloroquine, en tout cas, l'hydrochloroquine, ouais. Et là, on trouvait des médicaments miracles, on n'a plus besoin de faire de vaccins, de vaccins et tout comme ça. Nicolas Maduro, lui, écrit au totalitarisme numérique. Ça fait penser un peu à notre émission, si jamais vous n'avez pas regardé nos émissions, l'épisode 1 qui s'appelle Liberté. Vous pouvez aller voir ça. On avait justement parlé de l'Australie qui s'était fait sanctionner des comptes par Facebook justement parce que il y avait un désaccord justement sur l'imposition de taxes de vente et tout. Ouais. Mais ça fait penser un peu à ça, je trouve. Donc vraiment, encore une fois, Facebook et les réseaux sociaux qui utilisent de leur pouvoir pour s'immiscer dans la politique et dans l'économie des États. Et non, ce n'est pas un poisson d'avril. Mais quoique, ça me surprend pas trop, honnêtement, avec Maduro qui soit sanctionné par Facebook. Non, ça m'étonne pas trop, ni de Maduro, ni de Facebook en soi. Ouais. Fun fact, depuis le début de la pandémie, c'est plus de 12 millions de posts que Facebook a décidé de complètement censurer. 12 millions. Qu'elle jugeait étant de la désinformation quant à la pandémie. Donc, il y a comme tout ce pan-là que Facebook veut comme normer l'environnement numérique pour s'assurer d'une santé mondiale, pour assurer un certain niveau de santé mondiale, tu comprends? Okay. C'est très intéressant de voir ça. Puis d'ailleurs, ça a été très théorisé là, par les sociologues. Ça, c'est ce qu'on appelle c'est un concept qui s'appelle le biopouvoir. Le biopouvoir de l'espèce humaine qui en découle la biopolitique. C'est-à-dire que on est tellement rendu beaucoup sur la planète qu'on n'a pas le choix de gérer l'être humain autant physiquement que mentalement, je veux dire, d'une certaine façon, pour le rentrer, pour qu'il y ait une certaine, comment dire, pour que la société soit administrée d'une certaine façon fluide, puis qui assure sa propre pérennité. Tu sais, par exemple, s'il n'y aurait pas tout ce système de vaccination, puis que l'État prend soin des individus, ben tu ne pourrais pas t'assurer une certaine main-d'œuvre qui va être présente demain. Tu sais, si tout le monde est malade, tu ne peux pas t'assurer une santé économique. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, le biopouvoir de l'espèce humaine, c'est de prendre en compte tous les aspects physiques, mentaux et de l'individu pour le rentrer dans certaines cases statistiques, parce que c'est la statistique qui peut gérer 8 milliards de personnes. Je ne sais pas si tu me suis jusqu'à maintenant. Pour pouvoir s'assurer une certaine pérennité à l'État lui-même. Puis là, tu te rends compte que les GAFAM, c'est là que, on dirait que je m'en allais nulle part, mais là, j'en reviens à ça, c'est que les GAFAM, Google, Amazon, Facebook et tout, s'immiscent maintenant dans ce genre dans la biopolitique en soi-même. Par exemple, Facebook, elle, va censurer tout ce qui est des informations quant à sa vision de la santé globale qui est dictée par l'OMS puis qui est totalement légitime. Puis, par exemple, tu vas avoir d'autres industries, par exemple, comme Huawei, une industrie chinoise qui, en Chine,
il va aussi investir dans les biopolitiques. Par exemple, en Chine, il y a tout ce système de capital social, puis qu'il y a maintenant, tu as comme des points, puis des points sociaux. Il y a comme comment dire? Un peu, c'est-à-dire que tu gagnes des points si tu fais telles actions, puis tu as le droit à tels accès des politiques du gouvernement. Exactement. Puis ça, comment est-ce que tu peux chiffrer les statistiques de tout ça? Puis chaque individu va être dans un certain cas. C'est Huawei qui fait comme de la reconnaissance faciale, beaucoup de technologies pour faciliter les biopolitiques, qui vient faciliter le biopouvoir de l'espèce humaine. Je sais pas si tu me suis, genre c'est fascinant. Ouais, c'est fascinant de voir que Maduro crie au totalitarisme numérique, mais c'est intéressant de voir comment toutes ces institutions qui est les Google, Amazon, Facebook de ce monde s'immiscent pas juste dans le politique, mais dans tous les pans de la vie humaine. Là. Je sais pas si tu me suis. Là. Ah, ben clairement, puis ça va être quelque chose qu'on va devoir suivre parce que ça va avoir un impact énorme sur nos vies. On peut pas reculer en arrière. C'est ça l'affaire, ce qu'il faut se dire, c'est que maintenant, il y a je sais pas combien de centaines de millions de personnes sur Facebook. Je pense qu'on a même atteint le milliard. Oui, c'est certain. 2 points quelques. En tout cas, je ne me rappelle plus le nombre, mais c'est énorme. Donc, c'est faux de penser qu'on va retourner en arrière. On est maintenant connecté pratiquement ad vitam aeternam. Donc, je pense que honnêtement, on n'a pas fini d'entendre parler de la biopolitique, comme tu me dis. Puis c'est tellement drôle parce qu'avant, c'était comme le lobbyisme. C'est comme, ben, je m'engage quelqu'un, puis je vais au gouvernement, puis je vais le solliciter, puis je vais y vendre mes trucs. Maintenant, là, on est rendu à quelque chose de totalement plus gros et plus complexe que ça. Puis toute la gestion des données aussi, tu sais, data is the new gold. Oh oui. La gestion des données, c'est l'avenir, c'est ce qui va déterminer en fait tout ce qu'on va faire. C'est cette gestion des données-là qui permet une bonne biopolitique. Tu vois, tu comprends un peu, si tu me suis, c'est justement savoir qu'est-ce que les gens consomment, qu'est-ce qu'ils vont consommer, pour bien prévoir certains... En fait, la prévision, c'est toujours ça qui va t'assurer une certaine pérennité, que ce soit économique, la paix, whatever. Puis pouvoir prévoir que, OK, les gens consomment trop de ça, ou tu sais, pouvoir prévoir certains types de maladies qui vont peut-être arriver. Ça, c'est comment tu veux faire ça? C'est des modèles mathématiques qui sont calculés par quoi? Ben, par tout ce data-là. Tu sais, souvent, les réseaux sociaux vont être souvent minimisés à leur simple utilisation sociale, qui est de je contacte mes amis, puis point final, mais il y a tout l'envers du décor derrière ça, là, qui est qui reprend toute une industrie. Mais parlant de bio et de politique, il y avait aussi un autre sujet qui m'a marqué cette semaine. Let's go. C'est l'étude du BAPE, du Bureau de l'audience publique de l'environnement, sur le projet GNL Québec au Saguenay. On sait que ça faisait une certaine polémique au Québec, c'est-à-dire est-ce qu'on était pour ou contre le projet GNL Québec. Finalement, en fait, l'étude du BAPE, donc qui est une étude qui est faite pour informer et en fait prendre une décision en consultant en fait la société civile. Le rapport du BAPE, du BAP, a été assez négatif sur le projet GNL Québec, justement. Et dans ce rapport-là, on peut voir que, bon, on dit que l'acceptabilité sociale n'est pas suffisamment présente, que la demande de gaz naturel, donc le projet GNL Québec, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un projet de gaz naturel liquéfié au Saguenay où on disait, bon, on prend du gaz naturel liquéfié qui arrive, je pense, de l'Ontario, on l'amène au Saguenay. Du Colombie-Britannique. Colombie-Britannique, on lit jusqu'au Saguenay, qu'on va liquéfier, qu'on va exporter vers les marchés européens. Ben en fait, ce que le rapport dit, c'est que déjà vers 2050, les États prévoient de réduire leur consommation de gaz naturel. Donc, c'est un marché qui finalement n'est pas viable à long terme, mais le principe de dire que le gaz naturel en fait réduit les émissions de gaz à effet de serre est nuançable, c'est-à-dire que est-ce que si on s'engage vers l'électrique, vers le solaire, vers les énergies renouvelables, est-ce que vraiment ça va changer quoi que ce soit d'avoir du gaz naturel au lieu du pétrole? Donc, bref, le rapport du BAP a été assez négatif et ça me faisait penser justement à l'émission Construire ou déconstruire. Est-ce qu'on prône l'écologie ou l'économie? En fait, on peut voir que finalement, ce projet-là peut-être n'aura pas lieu. Ce sera intéressant de voir ce que les gouvernements vont faire, mais à première vue, ça semble pas bien parti pour ce projet-là. Non, pas en tout. Pas en tout. Puis, comme tu l'as dit, il y a trois conditions que le gouvernement, c'est le ministre Charette, le gouvernement le ministre de l'Environnement qui avait imposé, c'est que l'acceptabilité sociale, puis avoir toutes les manifestations contre GNL. Donc, on voit clairement que l'acceptabilité sociale est durement atteinte. Ensuite, il y a favoriser la transition électrique.
Puis, dernièrement, contribuer à la diminution de CO2. Selon le bureau d'audience publique, tout ça n'est pas respecté, mais il y a une entrevue que j'ai écoutée avec, comment s'appelle le gars de Radio-Canada qui est économique? Gérald Filion. Gérald Filion et, Oui. et le PDG en intérim de GNL, Oui. c'est Tony Leverger qui s'appelle. Puis lui, il dit 8 sur 10. En tout cas, le journaliste lui a demandé combien sur 10 tu penses que ce projet va quand même se faire. Il dit 8 sur 10. OK, très Ouais, confiant. selon lui, il est très confiant. Puis, c'est parce qu'il y a aussi un appui très municipal. C'est-à-dire que la mairesse, elle était très d'accord pour la mairesse de Saguenay, est très d'accord pour l'installation de liquéfaction. Et ce que j'ai vu dans les journaux locaux, je pense que l'acceptation je veux dire, comment dire, dans l'agenda du jour de la mairie de Saguenay, GNL est encore très présent. Toi, tu viens du Saguenay. Est-ce que tu entends parler de ce projet-là? J'en entends plus parler ici que là-bas. Hein. Ah ouais? Ouais. Ça passe sous le radar complètement. Ouais, clairement. En tout cas, là-bas, je veux dire, j'y suis très rarement aussi. Là. Mais les gens m'en parlent très rarement là-bas, alors qu'ici, j'ai beaucoup d'amis, de collègues environnementalistes qui, eux, en parlent beaucoup, tu comprends? Ouais. Ben, en fait, justement, fun fact, si on va de l'avant avec le projet GNL Québec au Saguenay, en fait, les émissions de gaz à effet de serre dégagées par le projet seulement, GNL Québec, annuleraient tous les efforts de réduction des gaz à effet de serre qu'on a fait depuis, je pense, c'est 1995. Exactement. De ce que j'ai vu, c'est... En fait, l'étude, ce qu'elle dit, c'est que ça peut aller de réduire de 80 millions de tonnes de CO2 à en rajouter jusqu'à 45 millions de tonnes de CO2. Oh, wow. Puis quand c'est un projet qui peut détruire l'environnement, tu es toujours mieux de prendre la limite supérieure que la limite inférieure, de la prendre en compte, tu comprends? Ouais. Donc, il faut toujours prendre en compte ça se peut qu'il y ait 45 millions de tonnes de plus de CO2 dans l'air. Ça représente 60% de ce que le Québec fait déjà en émissions de gaz à effet de serre. Donc, on va presque tu comprends? C'est pas la doubler. En fait, non seulement on annule, mais on augmente. On augmente, c'est ça, c'est qu'il y a des risques wow. de l'augmenter. Fait que ça a juste pas de sens. En plus que les belugas, là, il y a une grosse population de belugas dans le fjord du Saguenay. Donc, encore une fois, qu'est-ce que tu penses qu'avec 3000 quelques passages par an de méga cargo méthaniers, d'ailleurs, en parlant de cargo méthanier, j'ai lu c'était l'opinion de Thomas Mulcair dans le journal à propos de GNL. Puis lui, il disait que dans son temps, quand il était ministre du Développement durable, lui, il avait eu affaire à l'installation du même genre d'installation que GNL Saguenay, mais à Québec, dans le coin de la Beauce ou de je sais pas quoi, entre sur le coin du Saint-Laurent. Puis il avait reçu beaucoup de consultants. Puis il y en a des consultants qui eux, font beaucoup ça, des consultants américains qui font beaucoup ça à New York, là, des aménagements de liquéfaction du gaz. Puis ils lui ont dit, moi, je ne construirai jamais une telle infrastructure aussi proche d'une ville. Donc, par exemple, au Saguenay, le Saguenay, ou à Québec, c'était la ville de Québec, et aussi proche d'une biodiversité. Tu sais. Ah, parce que le fjord du Saguenay, c'est une merveille. C'est une merveille, exactement. Puis c'est la question qu'il faut se poser, en fait, parce que... tu sais, quand on passe, oui, effectivement, ça va rapporter des emplois. Il y a certaines mairies aussi qui, dont Sainte-Rose-du-Nord, je pense, en tout cas, bref, il y a certaines mairies dans le coin qui se disaient, ben, tu sais, nous, on aimerait ça avoir. Non, c'est pas Sainte-Rose-du-Nord, excusez-moi, c'est en tout cas dans le coin du Saguenay, il y avait certains maires qui disaient, nous, on veut diversifier notre région, on veut amener de l'économie, ça va ramener des emplois. Ouais. Mais en même temps, quand tu y penses, sur le long terme, ça risque de créer moins d'emplois que ça n'en fait perdre parce que tout le principe du tourisme au Saguenay, tout le principe de la biodiversité, ce qu'on pourrait faire, des activités récréotouristiques. Donc, il y a tellement de potentiel avec le fjord du Saguenay, je pense qu'il est encore sous-utilisé au niveau récréotouristique, au niveau de tout ce qui entoure, en fait, une pratique qui pourrait être durable dans le temps puis qui pourrait créer des emplois qui seraient perpétuels pour plus de 25 ans. Ben, je pense que les effets, en fait, sont plus négatifs que positifs. Bon, ça, c'est mon opinion à moi. Mais c'est aussi l'opinion du BAP. C'est aussi l'opinion du BAP. Le BAP, il a dit que les moins sont beaucoup plus nombreux que les plus. Puis, c'est intéressant que tu parles du fjord. Le seul autre endroit au monde où on peut voir des fjords, c'est genre en Norvège. Donc, dans Norvège, j'étais le Saguenay. C'est très rare, cet amoncellement. Je sais pas comment dire. Le fjord, en fait, c'est quoi? C'est un cours d'eau qui s'écoule entre deux flancs de montagne. Puis, c'est rare de voir
cette infrastructure géologique et géographique. Ouais. Ça serait dommage d'avoir de la pollution visuelle d'une grosse usine de liquéfaction. Puis, en tout cas, pour terminer de mon côté, j'ai vraiment aimé ce que Thomas Mulcair a écrit par rapport à tout ça. Lui, il a dit, dans le temps, sous Henri Bourassa, lui, qui était libéral, dans les années quoi, 70, quelque chose comme ça, 60-70, je me souviens. Ouais. Bref, lui, il mettait beaucoup d'efforts à développer une industrie énergétique renouvelable, donc l'hydroélectricité. Tandis que le PQ, dans ce temps-là, eux, étaient vraiment en train de... je perds tellement mes mots aujourd'hui. Là. Ils militaient beaucoup pour avoir des centrales nucléaires sur tout le bord du Saint-Laurent. Puis au final, on est devenu une puissance mondiale là, de l'hydroélectricité. Clairement. Donc, c'était le bon choix au bon moment qu'Henri Bourassa a fait, alors que, je veux dire, 50% du Québec, ou presque, était vraiment c'était pour le nucléaire, et l'autre 50% pour l'hydroélectricité. Donc, c'était vraiment, tu sais, c'est la croisée des mondes qui a fait en sorte que, qu'en bout de ligne, le Québec est presque numéro 1 en hydroélectricité au monde. Donc, ça serait dommage de voir que si GNL se fait, ce serait comme ça représenterait comme ça incarnerait le mauvais choix qu'on n'a pas fait il y a 50 ans. Je sais pas si tu comprends. Ouais. T'imagines, on met autant d'argent, puis c'est une infrastructure de plus de 10 milliards de dollars. On met autant d'argent et d'efforts pour pas faire le virage vert qu'on... Tu sais, les accords de Paris, blablabla. Je veux dire, il y a tellement de... Ah non, on est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus? On est d'accord là-dessus. Mais là, on est d'accord sur une autre chose aussi, c'est que c'est l'heure de passer à l'apéro. On fait-tu une petite transition musicale pour nos auditeurs? On fait une petite transition musicale pour nos petits auditeurs. Donc on va à l'apéro avec un petit accord. Ok. Ok. Hein? Hein? On est rendu à l'apéro, mais avant de passer à notre premier sujet, on va se relaxer un peu les ménages. Je sais pas si tu as vu ça cette semaine, Mebawiki. Ah non, j'ai remis le Mebawiki. Ah, tu l'as remis! Ah, je l'ai remis! Mais il y a Volkswagen qui a fait un bon poisson d'avril, justement, aux États-Unis, en prétextant qu'il avait changé de nom, en fait, pour Volkswagen. Okay. Donc, au lieu de Volkswagen, d'ailleurs, qui veut dire la voiture du peuple, ouais. Volts comme étant électricité, parce qu'il veut devenir électrique. Volkswagen. Et honnêtement, le communiqué de presse, tout avait l'air extrêmement réaliste. Ça a marché là, comme du beurre en fou, du lard en Les gens y ont cru. Ah oui, mais tout le monde était là, wow, bravo, Volkswagen. L'équipe de marketing et de Volkswagen a fait une publicité incroyable pour le poisson d'avril. Ça a marché comme dans du beurre. Et tout le monde y croyait, était comme wow, Volkswagen, vraiment, on change. Beaucoup d'entre-gens. Ça me fait penser à British Petroleum qui, du jour au lendemain, qui n'est pas un poisson d'avril. Non. Du jour au lendemain, ils ont changé de nom pour Beyond Petroleum. Oh wow. Pour comme annoncer le fait que la transition énergétique était une de leurs valeurs. Mais il y a un autre poisson d'avril, c'est qu'ils ont pollué le golfe du Mexique sur des millions d'hectares. Ça, c'est pas non plus un poisson d'avril. Non, mais il n'y en a plus vraiment de poissons en avril depuis ce temps-là. C'est ça. Est-ce qu'elle est bonne celle-là? Tu pensé ou Même pas. Elle est bonne. D'autres poissons d'avril que j'ai vu passer qui m'ont vraiment marqué, c'est l'équipe de Québec solidaire. Ah ouais? Ouais, ils ont voulu faire des poissons d'avril. Puis en fait, le gars qui gère la page, il a fait un post, puis il a écrit, il a dit, voici tous les poissons d'avril, votez pour votre préféré. Moi, mon préféré, c'était... c'est quoi déjà? Ouais, ça, le député Zanetti n'a plus le droit de se présenter en chambre parce que quand il a fait le serment à la reine, il avait les doigts croisés. C'est n'importe quoi. Ouais, genre maintenant, mon fils a acheté un nouveau skidoo. En plus, il était en rabais. Ouais, bonne. Non, c'est ça. Je vais te faire un petit topo. J'ai essayé de trouver d'où vient cette tradition-là du poisson d'avril. Let's go. Mais il n'y a pas de consensus, en fait. Certains pensent que déjà, le principe des farces à attrape, ça a toujours existé. Mais que le fait que ce soit le 1er avril, c'est que soit les calendriers d'antan finissaient en mars. Donc, le nouveau calendrier arrivait en avril. Et donc, c'était le début de l'année, on faisait des farces. Ou d'autres disaient que c'était à cause du carême, justement, avec l'Église catholique. On finissait le carême, on avait le goût de jouer, on faisait des farces. Donc, il n'y a pas de consensus, en fait. Mais clairement, moi, je trouve ça drôle. Le poisson d'avril, ça a des origines genre païennes ou quelque chose de même. Possible aussi, possible, parce que le principe de faire des farces, c'est universel. Tu sais, le prank, c'est hyper facile à faire. Mais pourquoi le 1er avril et pourquoi le principe du poisson? J'ai pas trouvé la réponse.
Donc, si jamais vous avez la réponse, envoyez-moi là. Mais Non, moi, ouais, sérieusement, je comprends même pas la fa- On dirait que tu viens de me rendre trop conscious de c'est quoi tu sais, le terme poisson d'avril. Maintenant, mais genre, pourquoi? je m'attarde au mot poisson. Ben, puis je poisson, comprends. j'imagine, parce que c'est. Ben, je sais pas, peut-être parce que tu te fais hameçonner ou tu sais, parce que. Vraiment pas. Ou peut-être parce qu'il y avait des faux poissons dans le temps. Je Mais sais c'est pas. très français aussi parce que tu sais, en anglais, tu vas dire April Fool. Tu dis pas Ben oui. Fish of April. Fish of April! C'est vrai, hein? C'est juste en français. Ouais. Parce que c'est April Fool's Day. C'est Ouais. le jour où on te On te fool. fools. Mais c'est vrai, poisson d'avril. Ouais. Faudrait voir dans d'autres langues que ça se dit comment, poisson d'avril. Ou s'il y en a un. Ouais. Bref, c'était notre petite transition avant le premier sujet, qui n'est Ouais. pas non plus un poisson d'avril, ou en tout cas, je le souhaite pas. On La- voulait parler de publicité automobile. Yep. Parce que, bon, on s'entend, le tabac, maintenant, n'a plus le droit de faire l'objet de publicité parce que c'est une question de santé publique. On se dit, on ne veut pas encourager, en fait, motiver les gens à fumer à travers des publicités. Donc, on ne voit plus, effectivement, de publicité Prônant le tabac. prônant le tabac. D'ailleurs, j'en ai écouté, Ouais. hein, de ces Ah. publicités-là. Ah ouais, Des vieilles, genre? oui, mettons Peter Jackson. Puis là, c'est un de mes amis d'ailleurs qui aime bien la télévision d'antan, là, surtout la télévision québécoise d'antan. Puis là, tu checkes. Pas les soirées canadiennes. Non, pas C'est le ça. temps d'une dine, swing la main. Non. Il t'aurait fallu des cuillères. Non, c'est comme une publicité de Peter Jackson. C'est comme. Je suis un médecin, je recommande de fumer des Peter Jackson. Puis là, t'es comme depuis que je fume des Peter Jackson, ma vie va. Je veux dire, je me sens tellement heureux puis bien Oh, dans wow. ma peau. Puis genre, je me suis acheté un yacht. Tu sais, c'est tellement les publicités dans ce temps-là, c'était genre, on te prenait tellement pour des cons, les gens. là. Mais c'était très associé avec le statut social, tu Ouais. sais. Ouais, Hein? ouais. Tu fumes, t'es cool, tu sais. Tu viens de le dire, t'achètes un yacht, tu sais. Je suis comme, Ouais. ah, you're a man, tu sais. C'était très associé à la, ouais, justement, à la, au look. Oui. Tu sais, parce que quand je demandais à mon père, tu sais, vous fumiez tout dans le temps, là, puis ça devait sentir la cigarette, mais tout partout, là, en dedans, Oh, ouais. les voitures, je veux dire, les magasins et tout, je veux dire, personne s'en plaignait. T'es comme, ouais, mais c'était cool. Tu vois? Oui, c'était littéralement associé avec la. Mais d'ailleurs, j'avais fait une recherche sur l'industrie des montres en Suisse, puis c'est un peu la révolution des années 80-90, là où on tombait dans la révolution marketing, où Uh-huh. on associait tout avec des athlètes, tout était cool, tout était. Tu sais, c'est aussi. Penser, c'est l'après-guerre aussi, tu sais, la révolution des baby booms des années 60, 70, 80, 90, où là, les 30 glorieuses, où là, on voulait une identité, on voulait se forger. Donc, la cigarette était associée justement avec, comme tu dis, le fait d'être, tu sais, le cowboy de l'Ouest avec le chapeau, puis, tu sais, le gars qui est cool, tu sais. Je fume une Peter Jackson. Non, ouais, tu sais. puis dans les films aussi, là. Ben oui. Tu sais, les westerns et ces affaires-là, c'était une derrière l'autre, puis les gens étaient. Mais aujourd'hui, ça n'a plus lieu maintenant. Non, vraiment plus, mais pour en revenir aux automobiles, Ouais, vas-y donc. cette semaine. On va rouler Équiterre, sur ce sujet-là. Ouais, c'est ça, parce qu'on est en train de faire un apéro tabac. Apéro tabac. Ben, apéro cigare. Ouais. Oui, mais tu sais, nous, c'est plus l'idée que ça véhicule plus que tu sais, l'idée Pas et de la publicité. vibe que ça véhicule plus qu'une publicité pour le tabac. là. Oui, non, c'est ça. D'ailleurs, c'est- fumez dessus. Ok. Non, mais je pensais que j'avais posé la question. Je me fumais dessus, comme vous fumez Non, non, dessus. fumer, virgule, tu. Ouais. Tu. Ben, c'est ça sur les paquets de cigarettes en France, Ouais. là, c'est juste un fumer dessus. Ben, Il n'y a pas la photo de la gorgelette. non, là, c'est juste fumer est grave. Non, mais en France, maintenant, ils ont aussi adopté les photos, je pense, finalement. Ouais. Ouais. Ouais, en plus du message grave. Mais bref, très bonne chose. Mais pour en revenir aux voitures, c'est ça. Équiterre, cette semaine, ils ont publié une lettre publique qui faisait état de qu'au Québec, il y a beaucoup trop de VUS. Fun fact, depuis les années 90, c'est comme une explosion de 268% de plus de VUS sur la Ouais, route que de ça- petites ça- voitures. Depuis d'être conscient de l'environnement, il y a plus de De VUS, VUS qui sur la route, s'achètent. exactement. Ouais. Puis, selon Équiterre, justement, ils font état de que la publicité, genre à la télévision, quand tu vois toutes ces publicités de Ford, whatever, Chrysler, c'est toutes des VUS, puis qu'ils disent que la publicité, ça devient un turbomoteur des choix de consommation. C'est quand même un C'est-à-dire- bon jeu de mots. Turbomoteur. Exactement. Ah, j'avais même pas pensé au jeu de mots, mais c'est exactement ça. C'est La publicité est un turbomoteur au choix de consommation. un V6, mettons, turbomoteur ou V8? Publicité V8. Mais des fois, c'est vraiment ça. Là. Je veux dire, dans la publicité, on te fait sentir le moteur, c'est comme RAM, le nanana, genre de la grosse voix de Dan Bigra. Tu sais, je veux dire, c'est un peu même toxique là, qu'on te mette autant de masculinité dans la face, la virilité d'un camion. Pis ces Ça affaires-là. prend le vrai. Ouais, c'est ça.
En tout cas, selon eux, ça devrait être totalement encadré, en fait, que le gouvernement devrait comme faire en sorte que des publicités encourageant la consommation de camions et camionnettes et de VUS. D'ailleurs, ça englobe aussi les voitures familiales, hein, les 7 places, là, les vannes. Les minivans. Ouais, les minivans, ils rentrent aussi là-dedans. Mais c'est sûr que quand tu regardes une publicité de minivan qui fait genre ben là j'ai mis toute ma famille puis mon chien dans la voiture, je trouve que ça fait pas tant genre rap non plus là. Non. Mais quoi que ça te fait donner l'image d'une famille parfaite ou ça te parle d'une autre façon en fait. Ouais, mais je trouve qu'on est un peu en retard sur certaines voyons, on est un peu en retard sur certains endroits. Par exemple, en Europe, en tout cas, en France, les constructeurs français ils ont fait comme un commun accord pour dire qu'ils allaient arrêter de faire de la publicité de VUS et tout l'argent qu'ils mettaient pour faire de la publicité de VUS, ils vont l'envoyer pour faire de la publicité de véhicules électriques, par exemple. OK. Tu comprends? Alors qu'ici, il n'y a pas ce genre d'incitatif-là, pas d'incitatif, mais parce qu'en fait, ce que la France a décidé de faire, c'est de ne pas interdire les publicités de VUS. Tu comprends? Ce qu'ils ont fait, c'est on veut que les entreprises, ça fasse partie comme de leur plan de communication. Donc, le principe de la carotte et du bâton. Est-ce que je tape sur les doigts ou je donne un bonbon? Ils veulent pas taper sur les doigts, justement. Okay. Ils veulent justement donner un bonbon parce que la transition énergétique vers les véhicules électriques fait partie des valeurs de la compagnie. C'est ce qu'ils veulent. Alors qu'au Québec, il n'y a pas ça. Même, il y a eu des incitatifs à l'achat. Donc, depuis 10 ans, c'est comme 800 quelques millions de dollars qui ont été injectés là-dedans. C'est-à-dire qu'à l'achat du véhicule électrique neuf, on te donne 13 000 8 000 c'est le Québec qui te le donne, puis le reste, 5 000 c'est le fédéral. Puis ta plaque est verte. Et ta plaque est verte, donc tout le monde le sait que tu roules vert. Ben oui. Wow. Puis, j'ai vu que en 2010-2011, sous Charest, Charest avait fait une allocution disant qu'il lui voulait que d'ici 2020, ça allait être 25% des véhicules achetés neufs qui allaient être électriques. On en est loin du compte. J'ai checké, en 2020, on est à 6,8%. C'est loin du 25%. C'est loin du 25%, tu as raison. C'est 18,% en dessous. Donc, selon moi, il faudrait comme plus d'incitatifs à acheter des véhicules électriques, plus la publicité, comme arrêter cette publicité toxique. Donc, tu penses qu'on devrait arrêter la publicité de voitures VUS? Toi, tu penses qu'on devrait arrêter le... Je pense, j'ai l'impression que ça sera pas un choix de société parce qu'on est dans le libre marché. Hein, ils vont les publicités de... Tu sais, je veux dire... La solution, ça serait que quand ça se passe comme en France, que les constructeurs, ça fasse partie de leur plan de communication. Tout à l'heure, on parlait de British Petroleum qui est devenu Beyond Petroleum, comme montrer qu'il y a cette envie de oui, ils n'ont pas été capables d'aider. Ils ont tellement échappé de pétrole, ils n'avaient plus pour le vendre. Fait qu'ils ont dit, on va transitionner. OK, on construit des éoliennes. J'ai l'impression que ça va passer par ça, qu'il faut que les entreprises prennent... Qui prennent leur responsabilité, eux, puis que ça fasse partie de leur plan de com. Parce que commencer à comme interdire des formes de publicité sur le sur différents types de marchés, ben, ça peut débouler à du n'importe quoi, comme à de la... En même temps, c'est une question d'habitude de consommation aussi. C'est-à-dire qu'en Europe, ils sont beaucoup plus avancés que nous autres en termes de tout ce qui est recyclage. De un, parce qu'il y a beaucoup plus de... La densité de population en Europe est beaucoup plus compacte. C'est-à-dire qu'il y a plus de villes, les gens sont plus proches les uns des autres parce qu'ils ont moins d'espace. Donc, ils sont plus conscients qu'il faut faire attention à notre planète. Je pense. D'où le fait qu'eux, ils prennent beaucoup plus le bus, ils prennent beaucoup plus le métro, beaucoup plus le vélo. Le transport est plus efficace. Puis c'est intéressant de dire ça parce que à la place d'avoir le débat sur est-ce qu'on devrait arrêter la publicité des voitures, mettons des VUS et des voitures, ou on devrait faire plus de publicité de voitures électriques, alors que j'ai lu pas mal d'articles là-dedans, puis il y a beaucoup là-dessus, puis il y a beaucoup de journalistes qui disent que la solution, ce serait juste de tout cet argent qui est dirigé vers rouler en voiture, parce que rouler en voiture, que ce soit électrique ou VUS, petite voiture, whatever, ça, en bout de ligne, c'est pas bien. Est-ce que le véhicule électrique est vraiment la solution? Est-ce que c'est tant que ça une solution? C'est ça, selon beaucoup de monde, ils disent que c'est pas nécessairement une solution. La solution, ça serait plutôt de faire des publicités sur prends ton bike. Hey, il y a plus de métro, il y a plus de bus électriques, il y a plus de Les publicités devraient faire état de ça plutôt que pour ou contre la voiture ou pour ou contre les VUS, ces affaires-là. Je sais pas si tu me suis. Je suis d'accord avec toi. Toi, tu n'interdirais pas, en fait, la publicité de véhicules VUS. Non, parce que
J'aurais pas. Tu me surprends, c'est pas un poisson sais pas. d'avril. C'est pas un poisson d'avril, tu me fais là. Attends! Je sais pas. Mon Moi, idée est vraiment pas aboutie par rapport à ça. Mais c'est vrai que ça a un impact. Parce que quand tu penses effectivement aux publicités de cigarettes, pensez aujourd'hui d'avoir une publicité de dire fumer c'est bien, ça nous fâche. Non, c'est Autant de socialement voir inacceptable. 40 000 personnes dans un stade au Texas. Mais bon, ça c'est pas un poisson d'avril non plus. Mais c'est juste pour faire un parallèle au fait qu'aux États-Unis en ce moment, ils ont comme le COVID, eux autres, ça les touche plus. Mais en tout cas, bref. Mais je sais pas si. Tu sais, après, si tu fais une publicité on peut pas bannir. Tu sais, si on bannit les publicités sur les VUS. Mais là, est-ce que tu fais une publicité sur le McDo? Parce que techniquement, c'est de la mauvaise bouffe. C'est pour ça que je te dis, si on commence à comme bannir certains types de publicités parce qu'on juge ça pas bon pour l'environnement, ben on peut commencer à faire ça aussi pour pour faire le le McDonald's. ménage. Là. Tout à l'heure, on parlait de biopouvoir. Ça serait clairement ça serait une vraie politique de bio. Ça serait une vraie. Je recommence. Ça serait une vraie biopolitique que d'interdire les publicités de McDonald's. Parce que tu veux que les gens arrêtent d'en consommer dans certains sens. Parce que l'obésité aux États-Unis, tu le vois, l'obésité je veux dire partout. Tu as un problème de diabète, société qui est l'obésité. C'est ça. Tu sais que la malbouffe, junk food, amène à ça. Donc tu te dis, ben, OK, on a un objectif. Ouais. On veut le régulariser, on enlève les publicités de McDo, puis on met des publicités de carottes, tu sais. C'est ça. Mais après, ben là, on a les boissons sportives. Je veux dire, les Gatorade, c'est des boissons hyper sucrées qui sont pas bonnes pour le... Puis les gens le consomment. Après, c'est le plastique. Donc, si on commence, tu sais, where's the end? Où est la fin après? Donc, mais en même temps, tu marques un point. Mais en même temps, tu marques un point. Je veux dire, tu marques un point. On devrait y aller all-in. Si on interdit les publicités de voitures, on y va all-in. On interdit les publicités de chips. Les publicités de bière. Il y a des gens qui sont des alcooliques qui arrêtent de boire pendant 1 ou 2 ans puis qui flanchent parce que c'est durant le Super Bowl, il y a 1 million de publicités de Budweiser puis ils sont comme, ils m'en foutent. Ah non, tu vas pas m'enlever les publicités de Budweiser au Super Bowl. Non, mais tu comprends? Ah, j'aime ça, les publicités. On y va all-in ou pas, tu sais? Ouais. Parce que, je veux dire... les publicités de poker, mettons? Ben, hey, justement, j'ai vu une dernière publicité dernièrement, c'était le Casino de Montréal, mais en ligne. Fait que c'est comme madame... Mais ça, c'est institutionnel en plus. Là. C'est ça, en plus, c'est institutionnalisé par l'État. Hey, va comprendre. Ouais. T'sais? Mais c'est ça, tu vois, je trouve ça un peu complexe. Puis... Ultra complexe. Fait que tant qu'à faire des politiques négatives, donc interdire des choses, faisons la promotion d'autres choses. Mettons de l'argent dans des publicités qui vont dire, hey, prends le bus, pour aller acheter ta pinte de lait, prends pas la voiture, là, je veux dire, vas-y à pied, prends ton vélo. Je pense que aussi, les gens, on veut... Tu sais, les mentalités sont en train de changer aussi. Moi, justement, hier, je vais à l'université, puis j'avais un cours, puis je voyais les gens en vélo, là, il y avait du monde comme jamais en vélo, puis du monde qui courait, puis je trouvais ça beau. Tu sais, je pense que les mentalités sont en train de changer, puis je pense à notre rapport au territoire qu'il faut que je change. C'est ça, on en a parlé justement dans l'écologie ou déconstruire l'épisode 3, mais je suis pas certain si... Tu sais, Mané, la publicité... Mettons que toi, tu vois une publicité de McDo. Tu vas-tu aller t'acheter du McDo? Non, mais je peux comprendre que ça peut jouer dans ma tête, puis je peux... Ouais, mais il faut comprendre que ça joue dans la tête du monde. Faut qu'on trouve des outils pour dire... Même si tu vois une publicité de McDo ou de véhicule, c'est pas besoin que tu t'achètes un véhicule. Tu sais, je comprends. Moi, je pense que c'est la mentalité qu'il faut changer. Je pense que si on s'attaque aux publicités, c'est un peu s'attaquer à la conséquence et non au problème. Tu sais. Si on veut que les gens achètent moins de VUS, il faut les sensibiliser au fait que ben, as-tu besoin d'avoir un VUS? Exactement. T'es tout seul, vous êtes ou tout simplement même taxer le VUS. Là, tu tombes dans le bâton. Ouais. Ben, il y avait des propositions justement dans le dernier plan développement durable qui n'a pas été plan sur l'environnement qui n'a pas été sélectionné justement le principe du bâton parce que politiquement c'est sûr que le bâton ça va être difficile à être accepté. Jamais très très facile à faire passer. Parce que par exemple en France eux ils prennent des politiques mais tellement drastiques là. Par exemple si ta voiture a pas de tel système anti-CO2 air clair je sais pas quoi entre 2010 et 2015 si t'as pas ça ben t'as plus le droit de la conduire t'sais. Sauf qu'en France comme je t'ai dit la densité de population fait que eux autres s'ils ont tout un VUS la pollution va être énorme. Je pense que c'est quelque chose comme, je sais pas si ça a changé, mais je pense que durant certains temps, il y a comme des jours de la semaine, tu pouvais pas conduire ta voiture diesel parce que le diesel, c'est des particules beaucoup plus épaisses, par exemple, que l'essence qui sont relâchées. Fait que le ciel venait trop opaque parce que les gens conduisaient trop diesel. Donc, je sais pas si en fait, c'est comme interdire le diesel tel jour. Juste en France, moi, c'est aussi
la grosseur des véhicules. Je sais pas si tu as remarqué ça. Tu sais, en Amérique du Nord, on est très think big. Ouais. On est think big, tu sais. Tout est plus gros, tout est meilleur, on va être plus gros, plus fort. C'est toujours plus gros. En Europe, les voitures sont tellement plus petites. As-tu remarqué J'ai ça? remarqué. Mais justement, justement les gens qui défendent parce qu'il y a des gens qui défendent le point de vue contraire, qu'il faut faire plus de publicité de ça, puis des affaires dans le même. Il faut avoir le rap. Oui, il y a comme un lobby le lobby des places qui vendent des chars. Là. Il y a ça. Là. Il y a comme un lobby des concessionnaires du Québec. Là. Lobby des places qui vendent des la chars. LPV. Mais ça ressemble à ça. La LPVC. En tout cas, eux, ils disent qu'est-ce qu'ils vont avancer comme argument, c'est la réalité géographique du Québec. Ici, il neige, ici, les distances sont longues, il faut construire en sécurité. Fait que c'est pour ça que les gens doivent acheter des VUS, puis des camions, puis des. Est-ce qu'on peut se comparer avec la Finlande puis la Suède, voir? Est-ce qu'eux aussi ont un taux d'achat des VUS extrêmement aussi élevé que nous? Ou est-ce que c'est juste le Québec parce qu'il fait partie d'un ensemble nord-américain? On va savoir. Je sais pas. Mais ce serait intéressant de voir ça parce que peut-être que c'est juste aussi le territoire qui est immense. Fait que tu veux un VUS aussi parce que le VUS, ça donne une sensation de sécurité. Tu sais. T'es sur ton gros VUS 4x4. Fait que quand tu veux prendre la route pour aller voir quelqu'un au. Puis j'ai pas envie de faire l'avocat du diable. Puis j'ai vraiment pas. Surtout pas dans ce sens-là parce que moi je suis contre l'achat d'un VUS si t'en as pas besoin. Là. Je pensais que tu t'avais acheté un Hummer, toi. Le H2. Pas le 3 ni le. Mais non, quand même, on est raisonnable. Non, mais j'ai l'impression qu'on tend à restreindre le débat juste sur les grandes villes, Québec puis Montréal. Parce que c'est comme si on prenait en compte qu'à Chicoutimi, là, par exemple, à Trois-Rivières, c'était le réseau de bus et ou métro, whatever, ultra développé. Non. Il y a un réseau à Trois-Rivières? J'espère pour eux. Là. Il y en a un à Chicoutimi, donc j'espère pour eux qu'il y en a. Ouais, mais on s'entend qu'à Chicoutimi, c'est le cas de toutes les villes avec une relative densité. Là, c'est plus. Je veux dire, à Chicoutimi, il faut que tu sois à côté du bus pour le prendre. Ouais. Je veux dire, il y a beaucoup d'incitatifs à s'acheter une voiture. Là. En tout cas, moi, je me rappelle quand j'étais au Saguenay, la voiture, c'était comme quasiment un impératif. Là. Oui, je veux dire, la norme, c'est presque à 16-17 ans, tu as ta première voiture. Puis aussi, il y a une question de. Tu sais, on parlait tantôt de carottes, mais si on a de la place, c'est ça qui est difficile en ce moment au Québec. Tu comprends? Je te dis, en Europe, il y a. Même juste se stationner en parallèle, c'est dur. Fait que c'est sûr, tu vas t'acheter une Smart parce que tu veux la stationner en parallèle quand tu vas en ville. Tu sais. Mais ici, on a de l'espace. Fait que comment tu vas dire aux gens d'acheter une petite voiture quand ils ont l'impression que le territoire est vierge et immense? C'est la même chose avec l'eau, en fait. Pourquoi tu dis aux gens, consommez pas d'eau si on se dit tout le temps qu'on a de l'eau à l'infini? C'est dur. C'est dur de... C'est comme aller dans le sens contraire. Dire, on a de l'infini... Toujours plus grand, toujours plus... Mais on veut pas le prendre. C'est des mentalités qui prennent du temps à changer, honnêtement. Puis même, tu vois, les gens qui vivent sur l'île de Montréal ont une mentalité différente des gens qui vivent en région. C'est pour ça que je te dis que t'es peut-être content à juste framer le débat juste sur l'île de Montréal et genre et Québec. Je veux dire, c'est très facile là, de shamer quelqu'un qui a un VUS à Montréal. Parce qu'à Montréal, il y a les infrastructures pour que tu puisses t'en passer. Puis honnêtement, si t'es pas un entrepreneur, avoir un pick-up à Montréal, je vois pas pourquoi t'as ça. T'sais. En tout cas, moi, parquer en parallèle avec le pick-up, je préfère avoir la petite voiture. Non, clairement. Ou même le vélo, tu vois. Tandis que... je veux dire, le Québec, c'est pas juste Montréal-Québec, tu comprends? Va dire aux gens de l'Abitibi de pas acheter de pick-up alors qu'eux, ils vivent là-bas parce qu'ils ont des meilleurs salaires. Puis parce qu'ils ont des meilleurs salaires, ils peuvent se permettre des plus grosses voitures. Voilà. Je veux dire, c'est une mentalité qui doit être changée. Puis comment c'est par des incitatifs, puis des... Puis, je veux dire, démocratiser le point de vue vert. Je veux dire, on dirait que c'est... Je veux dire, tu sais... Le gars qui a ses 3 pick-up, là, il dit de plus acheter ses 3 pick-up, il va comme arrête mon grano, nanana, mais alors que non, je veux dire, ça peut le toucher lui-même. Là, on dirait que la publicité de l'environnement est comme pas faite de la bonne façon, je sais pas. Il y a un débat à faire, mais c'est intéressant ce que Kita ramène. Effectivement, je trouve ça intéressant comme débat, mais je pense qu'on n'a pas la réponse. Puis la réponse est complexe anyway. C'est un débat de société, donc est-ce qu'on devrait bannir ou non les publicités de VUS ou de véhicules polluants en général? Sauf les Hummer. Honnêtement, les véhicules de Hummer, moi, Non, mais sérieux, là, qu'est-ce que ça donne d'avoir un tank? C'est même... Mais ok, t'as un tank, mais au moins il est beau. Imagine, mais là, il est même pas beau. Il est pas beau. Il n'y a rien pour lui, cette voiture-là. Je veux pas te faire me poursuivre par la compagnie Hummer, mais honnêtement, comme c'est tellement gros, tu vois rien là-dedans. Ça n'a même pas de moteur, honnêtement. Là. Mais pour terminer l'apéro puis faire une ouverture sur peut-être la prochaine fois on pourra en parler. Oui, on parlait tout à l'heure de voitures électriques et
tout à l'heure, on disait, est-ce que la voiture électrique aussi, est-ce qu'elle pollue, elle aussi? Parce que est-ce que c'est réellement une bonne alternative, comme tu disais tout à l'heure? Mais j'ai lu pas mal de choses qui disaient que peut-être que non. Parce que pour faire des batteries électriques, là, il te faut énormément de lithium. Ouais. Puis le lithium, c'est une terre rare, puis il y a beaucoup de déplacement de population qui est dû à l'exploitation du lithium. Donc, je vous laisse réfléchir là-dessus. Peut-être qu'on y reviendra un jour. Ça serait vraiment cool de aborder ce sujet parce que, je veux dire, c'est pas blanc ou noir, c'est pas le oui ou non, c'est pas bien ou mal. C'est toujours vert. C'est ce qu'on voudrait en tout cas. C'est bon ça. C'est pas pire. Mais bref, on va en reparler anyway. Mais Barek, c'était notre question. Donc, si vous voulez y répondre, est-ce qu'on devrait bannir ou pas les véhicules électriques? Excuse-moi, non. Les véhicules. Quel lapsus. Quel lapsus. Si on devrait bannir ou pas les véhicules polluants, répondez-nous. T'imagines le gros podcast genre ultra droite qui est ultra genre pétrole, là, comme hey, y a pas que les véhicules électriques. Oh non! On part un GoFundMe puis une pétition. Pourquoi qu'on aurait un public pour ça? C'est sûr. On aurait plus que famille et amis. Mais en tout cas, bref. Mais non, je serais pas capable de jouer le rôle. Non, je pense pas non plus. Mais parlant de... Avant de passer à notre deuxième sujet, on va se relaxer encore une fois, les ménages. Ouais. Parlant de véhicules beaucoup trop polluants qui sont pas adaptés pour les infrastructures, t'as-tu vu? Ben, t'as certainement vu le cargo. Puis ça, c'est pas un poisson d'avril. Oui. On a parlé là il y a 2 semaines. Le cargo pogné donc, en ça fait Égypte. 2 semaines. Ben non, il est dépogné, là. Ah, il est dépogné. Oui, il est dépogné, mais les mimes, moi, j'ai adoré. Pour vrai, c'était magique. Oh, Il y avait des gens qui ont mis, parce que, bon, pour ceux qui ne savent pas, il y a un cargo en Égypte qui est resté pris dans le canal de Suez puis qui bloquait la circulation des cargos conteneurs maritimes. Puis on sait que le canal de Suez, c'est un canal qui est excessivement important pour le transport. 10% du transport maritime passe par là. Mondial. Un bateau conteneur sur 10 passe par là. Ouais. C'est huge. Énorme. C'est énorme. Et il y avait des mimes incroyables. Moi, j'ai vu des gens qui ont dit Tetris, puis là, il y avait genre des cargos conteneurs. Sinon, il y avait les mimes où on voyait le gros cargo conteneur, puis la pelle mécanique qui essayait de le déterrer, puis c'était comme l'antipode entre le gros problème puis la petite solution. Ça a été repris à toutes les sauces, même niveau localement. Par exemple, les mimes universitaires un peu sur le cours en ligne, moi qui essaye de... Puis il y a un gars dans un de mes cours qui est... D'ailleurs, on le shout-out, il écoute beaucoup de notre podcast, c'est Jérémy Séguin. Shout-out, Jem. Un jour, il m'avait dit qu'il parlait de... en quoi le mime s'était rendu tout un outil journalistique / politico-social, au même titre que dans le temps, par exemple dans le temps de Louis XVI, Louis XV, ces affaires-là, c'était des caricatures qu'on faisait pour que les gens comprennent des trucs rapidement sans qu'ils aient à savoir lire ou savoir je veux dire, vraiment se pencher sur le sujet. On faisait des caricatures, avec la caricature, on faisait comprendre que le roi avait fait ça, ou bien que quel intendant avait fait ça. Maintenant, on dirait que c'est une culture qui continue totalement. Oui, les caricatures du Devoir et tout continue encore, mais il y a tout ce nouveau pan de traiter l'actualité de satiriquement par le mime. Faire en sorte que tu comprends d'où vient le bateau, parce que tu veux comprendre d'où vient le bateau, et en même temps tu en ris. Je vais te dire un fun J'aime fact. bien, c'est fun. Sais-tu comment s'appelait le cargo conteneur qui, d'ailleurs, cargo conteneur, là, si vous n'avez jamais vu ça, je pense que c'est, je sais pas le nombre de milliers de cargos, de conteneurs là, qui pèsent 1 tonne, là, qui ça transporte, mais niveau polluant, là, je pense qu'on ne devrait pas avoir de publicité non plus de cargo. Mais sais-tu comment il s'appelle le cargo? Comment? Evergreen. Toujours vert. Ah ouais, pas sûr. Hein? Quand même un petit peu intéressant. En tout cas, bref, si jamais vous n'avez pas vu ça, c'est quasiment impossible, là, mais si vous n'avez pas vu ça, allez voir ça. Cargo pris, canal de Suez, Égypte. Honnêtement, les photos sont assez incroyables de voir cet énorme cargo-là pris dans un petit canal, le canal de Suez. Moi, ça m'a bien fait rire. Puis tous les mimes, toutes les blagues qui ont été faites avec ça, moi, ça m'a... La pression qu'il devait avoir, le petit gars sur la pelle mécanique, là. Puis moi, j'ai fait un mime aussi sur notre page de Instagram en disant « Quand tu veux essayer de te stationner en parallèle. » Aïe, aïe, aïe. Mais bref, c'est le temps de passer à la deuxième section de notre apéro. Oh, I love my baby. On va passer... tu voulais nous parler cette semaine... C'est vrai, en plus, I love my baby, my darling.
I lost my friend. Shout-out à Jean Leloup. C'est John the Wolf. Mm. Tu voulais nous parler cette semaine, parlant de Jean Leloup, puis d'identité, puis de Québec, de cette polémique en fait qu'on a en ce moment avec le franglais puis l'identité québécoise. Ouais, j'ai vu des articles qui sont sortis cette semaine qui parlaient du franglais, puis j'ai vu toutes sortes d'opinions par rapport au sujet. Puis j'ai essayé de faire un peu la genèse, d'où ça vient, tout ce débat-là du franglais. Ça a parti quand? Puis je sais pas si tu t'en souviens, c'était en 2012 ou 13. Non, 2011-2012, juste après le gouvernement Charest, il y avait le gouvernement de Pauline Marois du PQ. Puis, c'était dans la foulée de la charte des valeurs québécoises. Je sais pas si tu t'en souviens de ça. Pauline Marois. Sous Pauline Marois. Puis, dans la foulée de tous les événements entourant la charte des valeurs, on avait targué un groupe québécois, Dead Obies, je ne sais pas si tu t'en souviens de ça, de faire trop de franglais. D'ailleurs, ils ont même reçu ce groupe-là à Tout le monde en parle. Puis il y avait le rappeur Yes McCain qui avait essayé d'expliquer à tout le Québec que le rap c'est le rap. Il faut pas, je veux dire, le franglais n'est pas une chose à voir d'un œil négatif nécessairement. Je veux dire, en tout cas, il y a tous les termes de créolisation de la langue française par l'anglais, puis il y a toute cette dualité-là français-anglais qui rentre en compte, alors que lui, il dit non, c'est juste un art, c'est une façon de parler dans un art, c'est une façon de s'exprimer dans notre art, puis il dit c'est tout. Puis, donc c'est de là qu'est parti tout ce débat-là sur le franglais. Puis c'est intéressant de voir ça, parce que cette semaine, il y a eu beaucoup d'événements qui se rapportent un peu au français puis à l'anglais. Par exemple, il y a la ministre Mélanie Joly qui a fait une sortie comme de quoi qu'elle voulait vraiment que les hauts postes, les plus hauts postes de l'État soient complètement bilingues, mais complètement bilingues. Là. Tu ne peux pas y accéder si tu ne parles pas bien français, par exemple. Tu comprends? Puis, tu viens à t'en poser des questions sur je sais ça, c'est de l'identité québécoise. Est-ce qu'elle passe nécessairement par parce que tu sais, défendre le français comme on voulait le faire en 2013 contre Dead Obies et tout, c'est comme défendre une vision d'être québécois. C'est comme un tout monolithique qui bouge pas dans le temps, qui peut pas évoluer, qui peut pas, tu sais, comme si on était je sais pas si tu comprends. Je partage beaucoup ton opinion, puis je vais te poser une question. Tu sais, on parle de Dead Obies, Loud, qui parle, qui écrit en franglais. Mm-hmm. On peut parler de... non, plein de rappeurs. Mike Schaap qui rappe en anglais. Oui, il y a des Fouki qui, lui, va même mettre du créole haïtien. Je vais te poser une question, Mebawiki, Mebarek, Samy, pour les intimes. Est-ce que des fois, tu te dis, mettons, un week-end ou un parking? Oui, bien sûr. Tu sais, je pense que on peut pas minimiser en fait le fait que, bon, on a été conquis par les Britanniques. On peut la société canadienne-française, on a eu l'impact britannique. On est entouré de 330 millions d'anglophones autour du Québec. Mm-hmm. Et l'anglais est la langue internationale de communication. Juste ça, tu sais. Donc, je pense que tu as raison de dire qu'une langue, ça évolue toujours. Est-ce que... En fait, je pense le débat, en fait, c'est le principe de pureté. Puis c'est un débat, en fait, que je vais rajouter au reste du Canada francophone aussi, avec les Acadiens, pour y avoir travaillé. Est-ce que si quand tu parles, tu utilises des mots en anglais, par exemple, les gens qui parlent le chiac dans les maritimes, est-ce que ils sont moins... Est-ce qu'ils perdent leur identité en faisant ça? T'sais? C'est ça là, que je me pose la question. Est-ce qu'on perd notre identité en ayant une utilisation de l'anglais à travers notre langue? Mais c'est parce qu'il ne faut pas défendre l'identité québécoise comme étant, justement, comme je disais tout à l'heure, un tout monétique bloqué dans le temps, puis dans l'espace, ça bouge pas, ça évolue pas, puis c'est bloqué dans le temps de... Tu sais, les gens de la chasse-galerie, tu sais. Le Québec peut pas être ça continuellement et ad vitam aeternam, là, tu sais. C'est... L'identité québécoise, surtout que le Québec est ultra jeune, en tout cas selon moi, c'est quelque chose qui évolue puis qui est encore en train de se former. Je veux dire, être québécois n'est pas nécessairement être Louis Lafayette qui est débarqué ici en 1600, je sais pas quoi. Là. Je sais pas, tu me suis? Oui. Puis même, je vais te donner un exemple. Il y a plusieurs enjeux économiques et sociaux en ce moment. Un des enjeux, c'est l'immigration. Il y a un Français qui a échoué son test de français. Ouais.
Puis lui, en fait, il disait, ben, tu sais, moi, je suis camionneur, là. Tu sais, moi, c'est sûr que je sais que j'ai pas le français de Molière, mais j'ai-tu vraiment besoin de faire une composition écrite de 18 000 mots en 2 jours si je suis camionneur, tu sais? Non, je l'ai vu passer ça, mais techniquement, en fait, il a comme pas passé le test plus politique la partie politique du test. Genre, il savait même pas c'est quoi une assemblée comme ici, les députés, ça fait. Il comprenait pas Mais trop c'est comment- pas le premier non plus. Non, c'est pas le Il y a premier, plusieurs c'est ça. personnes qui passent pas Donc, le test il- de français, c'est puis ça. qui ont un bon français, puis effectivement, est-ce que tu as besoin de toujours avoir le français impeccable? Mhm. Puis même au Québec, on n'a pas le français impeccable non plus au Québec. Là, je veux dire, va sur Facebook voir les commentaires, puis je peux te le dire, il n'y a pas grand-chose qui s'apparente à le français impeccable qu'on a ici, puis les gens fonctionnent quand même. Tu sais, je veux dire, est-ce que la protection puis la promotion de l'identité québécoise passe toujours par le fait d'avoir une langue française qui, comme tu dis, que soit le sentiment d'impeccable, le sentiment que ça soit toujours pur, Mhm. tu sais, qu'on parle bonjour. Tu sais, est-ce qu'on n'évolue pas en faisant ça, tu sais? Je pense qu'il faut évoluer, Ben oui, effectivement. en tout cas, dans le rap, je veux dire, on n'a pas du tout à avoir ce débat-là par rapport au rap, comme on dit tout à l'heure. Parce que le rap, c'est comme c'est ça qui a ramené le débat sur l'espace public. Puis, même dans la vie de tous les jours, je veux dire, tu sais, tu peux pas nier les individus qui composent la population québécoise. S'il y a un tiers d'Haïtiens à Montréal, c'est normal qu'on va dire des mots, que ton enfant qui va à l'école, il va revenir à la maison, il va dire le mot patinet un peu plus. Ouais, il va puis dire un peu... c'est bien, non? Ben oui, c'est bien. Ça C'est une donne... bonne chose, ça enrichit notre affaire. Clairement. On n'a plus justement ce français-là de la France où, tu sais, on va avoir notre On français est le Québec, ici, on est le c'est- Québec qui représente notre diversité, justement, qui des apports, tu sais, le dawa qui veut dire le chaos, Exact. ça vient de l'arabe. Exact. Je suis zé, je suis relax qui vient du créole, tu sais. Uh-huh. Ça démontre justement cette diversité qu'on a, puis cette ouverture. Puis je pense qu'au contraire, une langue qui évolue pas, en fait, c'est vraiment synonyme de... Une langue tu sais, qui est vouée à le latin mourir. évolue pas. Ouais, puis Le grec ancien évolue pas non plus. il n'y a aucun cours qui se donne en ça, à part un cours de latin, tu sais. Puis je veux te dire, tu sais, on disait il y a quelques semaines que le mot orignal venait du basque. Mhm. Ben aujourd'hui, le mot orignal, ça nous définit parce qu'on dit pas élan. Au Québec, on dit un Un orignal. orignal à la place de dire Mais orignal, pourtant, c'est un exactement. emprunt d'une autre langue, tu sais. Exact. Ou, ben toi, tu changes tes tires ou tu changes tes pneus. C'est ça. Tu sais, Ici, tu on changes tes dit- tires. Mhm. Mais nous autres, quand moi je te dis ça, on change mes tires, ça fait partie du langage québécois quand Mhm. même. Tu sais, mon windshield, mon muffler, tu sais. Mais Mon ça- cutter, tu sais. c'est très symptomatique de tout ce que le Québec a vécu comme ostracisation par les Anglais. Parce qu'on a tout ce débat-là sur la langue française et la langue anglaise comme dualité en disant le franglais. Mais il n'y a aucun autre débat entre le français et d'autres langues qui sont presque autant parlées que l'anglais au Québec, là. Je veux dire, il y a beaucoup d'hispanophones, il y a beaucoup de créoles haïtiens. Mais non, c'est toujours français-anglais. Donc, tu vois que... Je veux dire, c'est une cicatrice du passé qui a de la misère à fermer puis qui va faire naître des nouveaux débats encore et encore, qui va toujours remettre en avant de la scène la dualité français-anglais. Je vais faire un jeu de mots avec le fait que tu dis que c'est une cicatrice qui n'est pas encore cicatrisée, mais tu le mets le doigt sur le bobo. Oh! Parce qu'effectivement, c'est le cas. C'est le cas. C'est le cas. On parlait la semaine passée je me rappelle plus du syndrome qu'on disait, mais du fait que une population souvent qui a vécu certains traumatismes va reproduire ces traumatismes-là. Mhm. C'est dommage parce que je pense que on parlait d'inclusivité aussi, on doit être plus inclusif. Je pense qu'aujourd'hui, en se défendant, on est en train de perdre des gens. Tu sais, les gens qui arrivent et disent, ben moi, si je parle pas la langue de Molière en arrivant, ben je fais plus partie de la société québécoise. Mais c'est des gens qui s'identifieront jamais comme tels, puis qu'on vient de perdre parce que ça peut des gens qui auraient pu enrichir notre société, puis culturellement la développer. Tu sais, je pense qu'on perd justement à se renfermer. Puis je pense que ça démontre en fait une langue qui évolue, au contraire, ça démontre le fait qu'une culture évolue aussi, Exact. parce que le langage, c'est très C'est très relié. lié à la culture, totalement. Ouais. Totalement. Puis d'avoir une culture qui évolue puis qui se définit de jour en jour, moi je suis d'accord. Je veux dire comment tu veux dire il faut qu'être québécois, ça parle à tous les Québécois, tu sais. Il faut que tous les Québécois puissent se dire, moi je suis québécois, puis être québécois, moi de ma façon, c'est ça. C'est Voilà. du rap québécois par exemple, parce que lui il me parle, parce que lui il rappe, je veux dire, c'est une œuvre qui parle de ma réalité à moi, puis il n'y a aucune réalité qui vaut mieux qu'une autre, je sais pas si tu comprends. Puis tu sais, je veux dire, si tu passes à Montréal, là, tu t'entends bonjour, hey partout. On va se le dire, Clairement, là, on clairement. est bilingue à Montréal. Les gens sont bilingues à Montréal. C'est normal, je veux dire, à un moment donné, de un,
C'est un atout d'être bilingue. On va se le dire, toi puis moi, là, je veux dire, si tu as un travail aujourd'hui, puis il arrive quelqu'un qui parle anglais, ben, c'est clair, il faut que tu lui parles en anglais. Puis si quelqu'un est unilingue, puis l'autre est bilingue, si c'est un employeur, c'est un atout d'avoir quelqu'un qui est bilingue. Donc, le bilinguisme, c'est dommage à dire, mais c'est une réalité aujourd'hui à Montréal. Puis c'est normal, les anglophones à Montréal, il y en a eu depuis les loyalistes. Donc, je veux dire, ça fait des siècles qu'il y a des anglophones à Montréal. Puis c'est une réalité que Montréal est une ville qui est bien plus que bilingue, en fait. Plus polyglotte, tu sais. Je veux dire, moi, je passe sur la rue à Montréal, j'entends parler espagnol, j'entends parler haïtien, créole haïtien, je vais entendre parler, tu sais, arabe. Montréal est une ville cosmopolitaine comme Londres, comme Paris, comme New York, puis c'est se voiler la face que ben oui. Tu sais? Puis comme je t'ai dit, des windshields, c'est pas la première fois qu'on commence à avoir des mots anglophones dans notre vocabulaire. Là. Pas du tout. Fun fact, quand tu dis quand je vais m'en aller tantôt, tu vas me dire quoi? Bye. Bye, ça vient de l'anglais. May God be with you. Puis c'est une contraction qui devient bye. Puis les gens se rendent pas compte que bye vient de May God be with you. Mais il est où le May God? C'est MG. C'est God be with you. Be with. C'est une contraction de May God be with you qui devient bye. C'est Neil deGrasse Tyson qui l'a dit au podcast de Joe Rogan. Ah. Mais tout ça pour dire, parce qu'il y a des gens qui vont te dire que... ciao. Tu sais, des fois tu dis hey, ciao. Ciao, c'est l'italien. C'est l'italien parce que oui, exactement. Grosso modo, c'est l'italien. Vitam aeternam. Vitam aeternam, tu sais. Des emprunts, il y en a des milliers, là, tu sais. Selon l'Office de la langue française au Québec, en ce moment, c'est 82% des ménages, des gens qui disent parler français à la maison. Puis, dans 15 ans, ils prévoient une baisse jusqu'à 74%. Donc, justement, les gens disent c'est les Québécois, ils sont victimes d'auto-effacement. Et le rap, comme on dit tout à l'heure, c'est symptomatique de cet auto-effacement-là, de toujours prendre l'anglais, puis nanana. Alors que non, comme on l'a dit, c'est juste le cours des choses. C'est les Québécois, c'est la société québécoise qui cherche son identité. Parce que les femmes savent danser, c'est très Québec. C'est très québécois, puis en même temps, c'est très franglais. Puis c'est. Tu sais, puis par exemple, pour clore l'aspect artistique de la chose, là, qui est le rap, je veux dire, le rap, c'est une question de mode aussi. Il y a comme 10 ans, ça c'était vraiment à la mode. Il y a comme, mettons, 7-8 ans, c'était vraiment à la mode de faire, mettons, toutes les femmes savent danser, de loud avec beaucoup de franglais dans la chanson. Puis maintenant, c'est de plus en plus revenu à la mode de faire du texte en français, du français. Ouais, quoi. À la Claire ensemble. Ouais, exactement, mais comme purement français aussi, je veux dire, des Québécois. Mais mettons, Connaisseur Ticasso, qui est un Québécois, mais lui, il va écrire une plume française presque. Tu vois qu'elle est une plume québécoise, mais que c'est très français, sans franglais, tu comprends? Puis, donc ouais, moi je suis pas d'accord de dire qu'il y a de l'auto-effacement. C'est plus le Québec qui est une jeune nation qui est encore en train de se définir son identité. Puis la jeunesse définit aussi sa propre identité. Ouais. Fait que je suis pas d'accord avec... Il y a un sentiment d'insécurité. Ce que je peux partager, c'est vrai que pour beaucoup de Québécois, il y a un sentiment d'insécurité au niveau linguistique, de dire si on protège pas qui on est, on va disparaître. Puis comme tu dis, c'est un leg aussi du passé parce qu'on a toujours un peu à se battre pour pas disparaître. Donc, je comprends le principe. Le principe, je comprends le principe, mais je pense que, ça je répéterai jamais assez, c'est que si on se referme sur soi-même puis on n'accepte pas de vouloir évoluer, ben en fait, c'est comme si on vient de perdre à l'avance. Tu sais, donc je pense que il faut accepter, puis en fait, je pense que le rap québécois, puis même le français, n'a jamais été autant santé en général, tu sais. Je veux dire... Puis honnêtement, au contraire, on devrait faire la promotion du rap québécois, même celui qui est du franglais, parce que les jeunes qui écoutent du rap, là, ils veulent connaître toutes les références, puis des fois, c'est des références à des écrivains qui soient anglophones ou francophones, puis les gens vont chercher, puis ils vont lire, puis les gens s'informent. Je veux dire, c'est un catalyseur de culture. Mettons que je dis, je suis aussi chill que du Nelligan, ben... Pourquoi chill? Pourquoi Nelligan? Exactement. Je vais me renseigner. Exactement. C'est un catalyseur de culture. Puis de la langue inventée un peu pour chanter. Je veux dire, c'est vieux comme le monde. Là. Au Québec, Charles Lebois le faisait. Tu sais. Ouais. Des grands chanteurs québécois le faisaient déjà avant Dead Obies puis avant Loud. Donc, ben oui. C'est juste attiser le feu de la dualité française et anglaise, encore une fois. Que de I lost my baby. Jean Leloup. I lost my baby. Hein? I lost my darling. Tu sais, je veux dire, mais pourtant, Jean Leloup, c'est probablement l'une des plus grandes figures de la culture québécoise. Tout simplement. Puis, j'ai lu quelque chose qui était vraiment bon. Ça concluait comme l'article que
j'avais lu par rapport à ça, c'était il faut laisser le cours des choses, puis normaliser le fait de tremper la plume de MC Solar, grand rappeur français, dans l'encrier du Wu-Tang Clan. Donc, le rap, au contraire, ça l'enrichit si tu le fais en plusieurs langues. C'est différents points de vue qui vont venir donner un nouveau point de vue. C'est très beau. Ouais. J'ai une émotion. Tremper la plume de MC Solar dans l'encrier du Wu-Tang Clan. Oh là là. Wow. Regarde, ça finit ce sujet sur cette petite mélodie là, aussi belle que possible. Parlant de musique, tu nous fais une petite transition parce que ça va être l'heure du cigare dans pas Ça fait long. combien de temps qu'on est en ligne? Ça fait-tu un bout? Ça fait 1h07. Ah, déjà? Yeah. On va en cigare. Arrête donc. Oh, hein? Ah! Ouais. Ben, bref, avant de parler de cigare, il y a une autre chose que je pensais que c'était un poisson d'avril au début, mais ça l'était pas. Vas-y, j'écoute. Je sais pas si tu as vu le défilé au Caire cette semaine de 22 momies. Ouais, il déplaçait, c'est tout ça? Génial. En fait, je vous explique quelque chose. Il y avait un musée en Égypte au Caire, à la place Tahrir. Je pense que je ne le prononce pas comme il faut, même Non, si c'est la place Tahrir, puis c'est une place très deux en importante. arabe. D'ailleurs, qui était très centrale durant la révolution arabe en 2010. Tahrir? Mhm. Le mot juste de H Tahrir. en arabe, Tahrir. Tahrir. Bref, si vous, comme moi, vous avez étudié l'arabe, vous allez comprendre, mais il y a Ouais. Moses de H. Ouais. Mais bref, il y avait un musée justement national et l'Égypte a construit un nouveau musée, le NMEC, le Mhm. National Museum of Egyptian Civilization. Et Ok. d'ailleurs, le directeur du musée a expliqué que le fait d'utiliser civilisation, c'est dire que en fait, c'est un concept qui est évolutif, donc un petit peu parallèle à ce que tu viens de me dire. Puis, c'était fascinant. Je sais pas si tu as vu le défilé, mais c'est comme les gros chars, puis la Ouais, puis il y lumière. avait le nom de la momie Le- juste en dessous. Comme puis tout en camon. Ouais. Tu sais, les C'est grands de la impressionnant. civilisation égyptienne qui défilent. Ouais, c'est impressionnant. C'est comme 2500 ans d'histoire. 2500 ans d'histoire qui étaient comme condensés en dedans de 22 voitures qui s'en allaient vers leur nouveau... C'était fascinant. Puis même le nouveau NMEC, qui est vraiment à voir. J'espère avoir la chance de le voir quand que les frontières vont rouvrir un jour. Les 22 tombeaux des pharaons, en fait, vont être placés dans une salle qui va ressembler, en fait, à ce qu'était un tombeau d'un pharaon. Donc, niveau expérience, je pense que ça va être vraiment cool. Et, c'est quand même très, très intéressant de voir l'Égypte, justement, qui s'inscrit dans un désir de plus de musées, de faire place à plus de culture, puis au niveau du tourisme, avec toute son histoire. Donc, c'était... J'étais allé voir il y a quelques années une exposition au musée de la... Tu sais, à Québec, comment il s'appelle le... Musée de la civilisation. Ouais, le musée de la civilisation à Québec. Puis c'était vraiment une exposition sur tout ça, les 2500 ans d'histoire de Y avait-tu de une momie? civilisation. Oui, il y en avait une, mais c'était pas tout en camon. Là. Non, Ça va être une momie lambda, là. Une momie. C'était tout en Mais c'était camon. vraiment intéressant. Il y a toute une mythologie qui est tellement loin de ce qu'on connaît, nous. Ah. Là, tu sais. Ça n'a aucunement rapport avec le monde judéo-chrétien. Là, tu sais. Il y a les amulettes, toute une histoire entre tu sais, le serpent. Je veux dire, quand la nuit tombe, c'est comme le serpent qui vient. D'ailleurs, whatever. il y a certains... ont toujours l'impression que les Égyptiens étaient de caucasiens, mettons, là. Ouais. Mais il y a plusieurs anthropologues qui pensent qu'en fait, c'est des populations noires. Ouais, c'est des blagues à ce qui paraît. Puis c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de statues auxquelles on a brisé le nez. Parce que le nez, il représentait un peu le nez d'un... Sur toutes les statues, on pouvait voir que ça représentait un peu des nez de black, en fait. Tout simplement, un peu plus de black, tout simplement. Puis justement, il y en a beaucoup qui ont été brisés lors des... je sais plus trop quelle invasion, je sais pas quoi. Romaines ou... Ouais, pour comme les remettre un peu plus à l'image caucasienne. Ah! Donc, c'est pas pour rien que le Sphinx il a été détruit, pas pour rien que beaucoup de statues, quand tu les vois, il y a Moi, je pensais que c'était Obélix qui s'était Non, en assis fait, dessus. c'est un des pharaons qui l'a cassé parce que ce pharaon-là, il avait pas ce nez-là, donc je sais plus trop, quelque chose comme ça. Ah ouais? Ouais. Puis, en tout cas, renseignez-vous là-dessus. Moi, j'ai vu ça justement au musée de la civilisation à Québec. Ah ouais, ben t'as tout qu'un pif, en tout cas. Non. Fait que bref, c'était notre... Ouais, Tu t'es mis là-dedans, là. c'est ça. Ah!
En tout cas, bref, vous irez voir ça, la vidéo de 22 momies qui défilent. Là. Non, mais C'est impressionnant. vous allez être mort de rire. T'imagines, il y aurait eu un accident, puis là, il y aurait eu un fuck, puis là, toutes les vestiges d'une civilisation partent en fumée. Le gars, il vole une momie, tu sais. C'est ça? Il fait un braquage de momie. Ça aurait été weird. Ça aurait été vraiment Ça la weird. met sur l'épaule. Non. Cours avec. Ça aurait été quand même assez impressionnant. Ouais. Bon, ben, c'est l'heure de notre cigare. Ouais. C'est là. Puis cette semaine, on a décidé de prendre une formule un peu plus... Un peu plus improvisé, Ouais. pourrait-on dire. Mettons, on va se dire qu'est-ce qu'on a consommé cette semaine niveau... Est-ce que tu peux faire une publicité là-dessus qu'on consommait, mettons? Comment? C'est-tu de la... On pourrait-tu faire une publicité, mettons? De ça? De ça, ou bien ce serait... Ça serait-tu... Ça serait contre ou Non, non, pas? on serait Non, pas... c'est pas de la cigarette ou des VUS? Non, t'inquiète. Non. Non, on va voir de la publicité de bons trucs, justement. Ouais. Puis quelque chose qui est... tu sais, les VUS, tu viens d'en parler, ça détruit l'environnement. Ouais. Il y a j'ai regardé un documentaire qui faisait état, justement, de la destruction de l'environnement. Ben, tu parlais de poisson. On parlait de poisson d'avril, mais là, c'est Ouais. vraiment poisson, puis tu l'as vu en avril. là. Ouais, c'est exact. Très bonne, celle-là. C'est le documentaire Seaspiracy. Mettons que je ne suis pas un néophyte et que, comme mes parents et toutes les générations de plus de 60 ans, je n'ai jamais regardé Netflix. Ouais. C'est quoi Seaspiracy? Seaspiracy, c'est un documentaire qui fait état un peu de comment l'industrie de la mer, l'industrie de la pêche et de tout ce qu'on en retire détruit notre planète, mais d'une façon qu'on really. s'en rend... Ouais, non, mais d'une façon qu'on s'en rend même pas compte, là, tu sais. Ben, c'est quoi les statistiques? Je pense que c'est la très grande majorité des espèces de poissons sont sur le bord de l'extinction. Exactement. Puis il te montre en tout cas, dans le documentaire fait état de tout ça. Il fait état de. Il faut pas oublier que les océans, c'est comme notre réservoir de CO2 sur la planète, c'est ça. Ouais. Puis il faut pas que ce CO2-là soit relâché dans l'atmosphère. Puis pour ce faire, il faut faire attention à nos phytoplanctons, qui est comme des micro-organismes vivants dans l'eau qui s'assurent que le CO2 reste dans l'eau. Je sais pas si tu me suis. Ouais, je comprends. Bref, ils font état de tout. Parce qu'en fait, ils disent que, par exemple, l'industrie de la pêche, c'est que quand tu fais de la surpêche, c'est que tu rentres dans un écosystème, tu en enlèves une brique. Fait que c'est sûr que toutes les autres briques à côté vont tomber, là, tu comprends? Puis le documentaire, ça sert à faire état de ça. C'est quoi toutes ces briques-là qui tombent? Parce que, oui, il y a des espèces qui vont mourir, mais il y a quoi d'autre? Toute la chaîne, en fait. Toute la chaîne, exactement. Puis Puis faut dire, excuse-moi, Mebarek, vas-y. que Seaspiracy, en fait, c'est un documentaire qui c'est une série parce qu'il y a aussi le même documentaire qui s'appelle Cowspiracy qui fait état de Toute l'industrie de la viande, toute qui est sortie l'industrie de la viande. en 2014-2015, quelque Voilà. chose comme ça. Donc là, c'est la suite avec Seaspiracy. Exactement. Puis parce que, tu sais, justement, le documentaire Cowspiracy disait il va venir t'inciter à manger un peu moins de viande. T'es comme, je vais manger plus de poisson. Non. Finalement, tu te rends compte que le poisson, c'est une industrie ultra dévastatrice pour la planète. Puis dans le documentaire, quelque chose de très intéressant, il te montre, parce que toi tu penses, ok, la surpêche c'est pas bon, mais moi je mange juste du poisson d'élevage. Mais si tu verrais là, les enclos de poissons d'élevage, on les bourre de produits chimiques pour qu'ils survivent. C'est des poissons qui ont comme des poux de poissons. Fait que Des poissons. Ouais, des poux à poissons. Exactement. Ah ouais, ça Ouais, existe des poissons. Ouais, c'est des poissons qui sont comme semi-dévorés, mais qui sont encore vivants, tu sais. Ben voyons donc, Ouais, ça veut dire ouais. que c'est comme The Walking Dead. Puis, le saumon rose que tu manges, pourquoi il est rose, Jay? Un peu comme le flamant... C'est un peu comme le flamant Il rose. est pas orange? Non, il est rose. C'est du saumon rose qu'on appelle. Ben là, je sais pas. Tu le vois orange, toi? Ben il est pas orange. Non. Quand je l'achète, le saumon de l'Atlantique. Il est pas orange, le saumon de l'Atlantique? Non, il est rose. Il est rose. Ouais. Aïe, je pense que je suis daltonien. T'es un peu daltonien parce que... Pourquoi il est rose? Parce que d'habitude, les poissons, ce poisson-là, le saumon, il se nourrit de crustacés comme les crevettes. Puis ça rosit la chair, le fait qu'il se nourrit de crevettes. Ça a du sens. C'est un peu comme les flamants roses. Avant de voir des flamants noirs ou d'autres couleurs, on croyait que les flamants roses pouvaient juste être roses, mais c'est juste parce que ceux qu'on avait découverts à ce moment-là, ils mangeaient juste des crustacés roses, donc ils viraient roses. Tu comprends? Ah ouais, ben ça veut dire que si je mange trop de crevettes, je virerais au rose aussi. Maybe. Ah, ok. Mais bref, les poissons d'élevage, genre le saumon d'élevage, lui, il mange pas de crustacés. Non, on le nourrit avec d'autres... on le nourrit avec des protéines de poisson, en passant. Ah ouais, mettons de la whey. Pensez que les méga gyms de Non, poissons pas ce genre de... pas de la whey de poisson.
Penses-tu que les protéines... Est-ce que Penses-tu t'es que les gyms sont fermés dans les aquacultures? Non, fait que ce qu'on leur donne à ces poissons-là, ça les fait pas virer rose, fait qu'on leur donne d'autres produits chimiques pour qu'ils les puissent rendre virer roses. rose, exactement. Peut-être que justement, c'est comme mal fait, ils virent orange, fait que toi t'es vois orange. Là. Ben, c'est ça. Ah, je le savais. C'est Je à cause de savais ça. qu'il était orange. Mais oui, c'est ça. Puis les poissons d'élevage, ils sont nourris avec quoi? Des protéines de d'autres poissons. Fait il y a comme de la surpêche qui est faite pour créer un poisson. Donc c'est du n'importe quoi. Là. En tout cas, documentaire qui fait état que la surpêche, C'est le fun, mais Marek, parce que chaque fois que tu parles de ton documentaire, je deviens végétalien, je pense. Ouais. Je peux Ben, plus écoute, rien manger. moi, quand j'ai écouté Conspiracy il y a 4-5 ans, j'ai comme viré flexitarien pendant 1 ou 2 ans. Là. Mais on est déjà un peu... Moi, je suis flexitarien. Moi, Ouais, moi, je suis un peu retombé réduit dans- ma consommation de viande pour me dire... Ben Pour là, seulement 3 fois par jour. Non, Avant, c'était 5. non, c'est ça. Non, ben parce que... tu sais, Ouais. parce que je me dis, tu sais, 1 kilo de viande puis 1 kilo de protéines végétales, on peut avoir plus puis on peut réduire notre impact environnemental. Clairement, Donc, clairement, j'essaie de réduire ma consommation de viande générale, Il faut mais 500 j'aime litres. encore la viande. là. Il faut 500 litres d'eau pour faire 1 kg de viande, tu te rends compte? C'est quand même énorme. 500 litres d'eau pour Mhm. 1 kilo de viande. Faut que la vache elle boit, mais il faut aussi qu'elle mange le soya qui C'est te vachement rend ta beaucoup. rose. Ouais, c'est vachement beaucoup. Puis combien Mais- d'eau pour un kilo de poisson? Euh... Plus encore parce qu'ils vivent dans l'eau. Je sais pas, mais j'ai un bon ratio, un ratio intéressant, pas Vas-y un bon donc, ratio. fun fact? Ouais, un fun fact. Parce que dans l'industrie de la surpêche, il n'y a pas juste le poisson qu'on mange, il y a aussi des poissons que, tu sais, quand tu vas à Canada's Wonderland, tu vois une baleine ou tu vois un bébé dauphin, ces affaires-là, tu comprends? Ça aussi, ça fait partie de cette pêche-là parce que pour avoir un dauphin qui est facilement domptable, facilement éducable, à Canada's Wonderland. Tu veux pas un vieux dauphin de 40 ans, tu veux un bébé dauphin. Ils font de l'agisme de dauphin. Ouais, ben oui, tu veux un bébé dauphin, c'est beaucoup plus facile à dompter, là, tu sais. Tu veux pas le vieux non. dolphin qui est une canne puis ça ne tente pas. Exactement, mais pour pêcher un bébé dauphin, tu fais comment? Tu vas dans la nature. Mais non, t'en pêches comme une grosse poignée de dauphins, ils restent pognés dans des filets, et tu prends juste le bébé, puis les autres meurent. Tu comprends? C'est que pour avoir un bébé dauphin, il y a 10 adultes dauphins qui sont morts. Tu comprends? bien C'est des triste. ratios. Mais de Des toute façon, ratios moi, je vais plus à dégueulasses. Canada Wonderland, ça fait un méchant bout. Puis parce que j'ai vu le documentaire Blackfish. Ouais. C'est pas Canada's Wonderland, c'est Marineland. Tout le monde est Marineland. Ouais, c'est Les ça. garçons, Imagine il y a l'original, des là. lions de mer qui te font des bisous. Il y a des pigs. Non. Sérieux, t'as connu au complet? Pas toutes. Presque. Mais j'aimais ça quand j'étais jeune. Ouais. Mais c'est vrai, j'ai regardé le documentaire Blackfish. On parle de poissons Ouais. d'avril Ouais. et de tous les autres mois de l'année. Mm. Mais c'est triste de voir ça. Ils sont pognés dans un enclos puis on leur fait faire des trucs. Puis on se rend pas compte à quel point ils sont malheureux d'être là. Puis à quel point on détruit la nature, en Exact. fait, de les capturer. Ben, maintenant, c'est interdit, par contre, là, de capturer des animaux Mhm. sauvages pour les mettre en captivité. Donc, Bon, ben, on va espérer qu'il n'y en ait plus. mais Mais ça dépend des endroits, hein. Ça dépend des endroits. au Canada. Ouais, au Je te parle Canada. Parce que une autre affaire dégueulasse que j'ai vue dans Seaspiracy, il y a des endroits en Asie où est-ce qu'ils mangent beaucoup des ailes seulement les ailerons de Ah oui, requin. non, ça c'est... Juste les ailerons de requin, mais pas le requin en soi. Non, ils coupent puis ils le remettent à Ils l'eau. là. coupent les ailerons de requin, il t'as juste un gros tube de Puis requin. tu sais que le mort. requin, il doit nager pour respirer. Ouais. Le principe de Ouais. branchie, je sais pas trop comment ça Ouais, fonctionne, ouais. mais il doit nager pour respirer. Donc, s'il n'y a plus de nageoires, Ça serait plus- il plus serait d'ailerons, plus rien, juste mort. il souffre en fait. Là. Ouais, clairement. Littéralement, il languit dans l'eau. Puis, en fait, les bateaux sont très petits. Souvent, c'est des pêcheurs qui n'ont pas les moyens puis qui survivent avec le requin parce que les ailerons se vendent comme 5000 whatever, Ouais, contrebandiers à un certain niveau. Puis, ouais. ben, ce qu'ils font, c'est qu'ils coupent les ailerons, relâchent le requin, puis le requin, lui, Il meurt. souffre en silence dans l'eau. Puis il meurt en quelques heures. ouais. C'est vraiment triste. C'est dégueulasse. As-tu des statistiques sur ça? Parce que je pense que c'est comme 90... Je sais pas la statistique exacte, mais la très grande majorité des espèces de requins, présentement, sont menacées d'extinction. Ouais, ben, dans à cause de Seaspiracy, ça. ils en parlent justement dans À cause de ça, Ouais. c'est énorme. Alors que le requin joue un rôle indispensable dans la chaîne alimentaire de l'océan pour Exact. contrôler le nombre de tu sais, c'est comme le C'est une dernier... question d'équilibre. Mais là, je oui, veux dire. tout est une question d'équilibre. Puis le requin, c'est fou de penser que c'est un mangeur d'hommes. Tu sais, nous, on s'est fait un peu lessiver le cerveau par Jaws puis tous ces films-là, mais Évidemment. au final, je pense que sur 200 ou 300 espèces de requins, je ne sais pas exactement les chiffres, il y en a comme 20 ou 30 qui sont
qui mange de la viande. Puis au final, le requin, c'est pas qu'il veut te manger. Là, C'est qu'il t'a pris pour une autre espèce. Oui, en fait, clairement. tout Tu sais, c'est un instinct animal, mais tu sais, les requins, il faut pas arrêter de penser que c'est des êtres qui sont dangereux puis qui c'est le gros monstre de l'océan. Là. Mais ils bouffent leurs ailerons. Ben là, c'est pas pire. mais oui, une image vaut 1000 mots. Donc moi, j'invite tous nos auditeurs à aller checker le documentaire Seaspiracy, disponible sur Netflix. Sûrement aussi sur des plateformes de streaming illégales, mais ça, on n'en fait pas la promotion. Non. Mais, Est-ce qu'on devrait investir, interdire les publicités de plateformes illégales? je sais pas s'il y en a. Il n'y en a pas. Ben non, parce qu'ils n'ont pas le droit. Non, pas le droit. Je sais pas si tu avais quelque chose que tu avais consommé que tu voulais parler. Moi, j'avais 2 autres affaires que j'ai consommées. Ben, Je suis bien parti. Ah ouais, chou. Tout à l'heure, on parlait de franglais. Oui. J'ai découvert un humoriste tellement bon. C'est un humoriste français qui fait moitié français, moitié anglais. Ok. Ses affaires. Dans le fond, il s'appelle... Sugar Shammy. Non. Ben oui, mais Sugar Sammy est excellent pour faire ça aussi. En français, s'il vous plaît. Ouais, mais c'est un excellent humoriste, Sugar Sammy. Mais celui que j'ai trouvé, il s'appelle Paul Taylor. Paul Taylor? Paul Taylor, en fait, c'est un Britannique d'origine. Dans le fond, il a grandi là-bas. Sauf qu'il parle extrêmement bien français, mais sans accent, parce qu'il vit en France depuis assez longtemps. Puis, en fait, il est venu quand il est allé en France quand il avait comme 5 ans. Fait qu'il a pu s'éponger puis de l'accent français. Il y a les deux. Exactement. Donc, autant il y a l'accent british qu'il y a l'accent parisien, tu comprends? OK. Donc, Puis, ça donne quoi, mettons... ouais, Thierry, bonjour. Comment ça va? non, Vous allez bien, non? Non, c'est vraiment genre anglais, ensuite du français. Il n'y a pas de franglais. OK, il n'y a pas les deux accents en même temps. là. Non, il n'y a pas les deux accents en anglais. Voyons, il n'y a pas les deux accents en Il même parle temps. aussi bien l'accent anglais que l'accent français. Exactement. Wow. Puis c'est vraiment... j'ai vraiment aimé son stand-up parce que justement, il parle de toute cette réalité-là du bilinguisme, de la double culture, qui est la réalité de beaucoup de Québécois aussi, la double culture. Ben oui, non, mais Fait que j'ai vraiment aimé ça. on est une société d'immigrants, je veux dire, Exactement. on est tous arrivés, puis même Montréal, ben on le sait, c'est 5 nations qui l'ont créé, Irlandais, Première Nation, donc français, anglais, irlandais, Première Nation, puis c'était quoi l'autre? Les Italiens, on le sait non, pas. Je sais pas. Non. Saputo, c'est venu après, les fromages Saputo. Oui, ben oui, non, Je rigole. l'immigration italienne, c'est d'aller dans les années 60, je pense. Ouais. C'était c'était-tu les Scottish? Les Écossais? Les Écossais? Ah, sûrement. Peut-être. Peut-être. En tout cas, bref, Paul Taylor. Paul Taylor! Donc c'est ça, il expose beaucoup cette dualité-là de double culture, de français, de l'anglais, comment les Anglais voient les Français, comment les Français voient les Anglais. Puis du stand-up très très bon. J'ai vraiment aimé ça. Et pour terminer, quelque chose que j'ai beaucoup consommé cette semaine, dans les 2 ou 3 dernières semaines, c'est l'album de Booba, son 10e et dernier album. Booba. Rappeur français, on parlait de rap tout à l'heure. Oui. Son album Ultra, qui est son dernier album à vie normalement, parce que Il prend sa retraite? il prend sa retraite, mais c'est la dernière fois qu'il sort de la musique sous forme d'un album complet. Mais ça, c'est une tendance aussi. C'est une tendance, en fait. exactement. Les musiciens tendent à être de plus en plus comme des séries télévisées qui vont sortir pas des séries hippies. ils vont sortir 1 ou 2 chansons de temps en temps, puis tu consommes ça plusieurs fois par année, des trucs différents et non pas le même album sur 2 ans, tu comprends? Totalement, puis ça va qu'une tendance aujourd'hui toujours plus vite, toujours plus rapide. C'est quand la dernière fois que tu écoutes des albums? Ouais. Jamais. Je veux Ouais. dire, ben, moi, j'aime honnêtement. Moi, j'adore l'album Ouais. complet. Moi, je suis un peu vintage sur ce truc-là. Moi aussi, on est vintage. Mais Ouais. quand tu y penses, tu as ta liste sur les différentes plateformes Spotify, Uh-huh. etc. Puis tu as un mélange de chansons que tu aimes. Donc, tu as peut-être un artiste qui a 1 ou 2 chansons dans ta playlist. Puis elle fait la une, tu l'écoutes. Puis après ça, tu réécoutes sa nouvelle chanson. Donc, c'est très rare que tu écoutes un CD. Clairement. En général, la population, je pense qu'aujourd'hui, c'est très rare. Donc, les artistes le savent. Tu sais, ils vont plus d'argent avec le CD. Il n'y a personne qui achète des CD aujourd'hui. Donc, il en sort 4 ou 5. Comme tu dis, puis quand ils ont assez de répertoire, ben, ils font un concert, puis ils font de l'argent avec le concert, C'est puis la radio. C'est ça. Puis, Le merch, ces affaires-là. tout ouais, est- exactement. Donc, ça vaut plus la peine de faire un album si personne n'achète C'est un changement on parle souvent dans la période de changement de paradigme. Il y a Voilà. un énorme changement de paradigme dans la consommation de la musique, aussi dans la publication de cette musique-là aussi. Oui. Et voilà, l'album Ultra, dernier album que j'ai adoré, là, qui beaucoup de feats, comme on dit, des featuring, des collaborations avec des artistes que j'aime bien, des artistes français que j'aime bien. Puis, pour faire comme un petit clin d'œil à un de nos sujets, on parlait encore de franglais tout à l'heure, puis des mots qui apparaissent avec le rap, puis qui sont de plus en plus présents dans la vie de tous les jours. Booba
On a inventé un mot il y a 5 ou 6 ans, le mot au calme. O-K-L-M, qui s'écrit en 4 lettres, au calme. O-K-L-M, puis qui veut dire être au calme, être posé, être relax. Puis ce mot-là, en 4 lettres, au calme, a été accepté dans le Larousse. Ah ouais. Ouais. Fait que C'est-à-dire- mettons, je dis, au calme. Au calme. Au calme, c'est devenu quelque chose. Hey, ça va? Au calme. Au KLM. Au KLM. Ouais. C'est-à-dire que c'était tellement rendu présent dans la vie de tous les jours, dans le slang, les jeunes l'utilisaient tout le temps, que le Larousse l'a accepté. Le dictionnaire, le Larousse l'a Fait mis quoi dans que son j'aime mieux dictionnaire. au calme que les verlans. Là. Ça, c'est mon avis. à Ouais. moi. Ouais, mais le verlan aussi. Non, mais le verlan aussi, C'est chelou un peu ce que tu non, dis, mais là. ça fait partie de la culture française. Il y a très pas- chelou. Ça C'est fait très partie de la chelou. culture française. C'est un puis truc de ouf. Ouais, un truc de ouf, chelou. Même Léo, un de mes amis, au lieu de dire comme ça, il va dire comme as, tu comprends? Ah ouais? Ah ouais, Il même dit ça inter- comme as. Tu sais, je veux dire, le verlan, ça a déjà été juste des syllabes que tu interchanges. Maintenant, c'est même juste des lettres, là, tu sais. C'est vrai que c'est qui est fascinant de penser que tu avais un mot qui était à l'endroit, puis tu te prends le désir de le mettre à l'envers pour. Ouais. Non, c'est quand même assez impressionnant. Ouais. C'est assez. Donc, tout ça pour dire que sans impresse. Sans impresse. C'est assez sans impresse. tu n'étais pas très bon en verlan, Moi, mais j'aime pas ça des tout ça que le verlans. caractère évolutif de la langue, il ne faut pas le mettre de côté. Au contraire, c'est un phénomène très intéressant, puis même passionnant. Ben, tu sais, on dit d'embrasser sa langue, fait que faites des French kiss. Des French kiss, ça. Faites des French kiss! Justement, Paul Taylor, là, l'humoriste, tu vas te régaler. Là, si Ah t'aimes ouais. bien. Si ça te fait rire, Mais regarde, ce soir, là, je rouvre ça, puis j'écoute ça. T'essayeras avec ça. délectation. t'essayeras ça. Donc, mes barèques, Ouais. c'est comme ça qu'on finit. Ah, c'est fini déjà la Ben, période? c'est fini, la... C'est déjà fini! On peut rire de juste pour rire, de toute façon. Juste pour rire. Juste pour rire. Hey, c'est bien, mais on a parlé, cette émission d'identité québécoise. On a parlé de est-ce qu'on devrait bannir des publicités de véhicules polluants. On a parlé de poissons, en fait, parce que, ben, poisson d'avril. Mais Barek, On a aussi parlé de quoi d'autre? GNL. de GNL. Ben, d'ailleurs, GNL devient huile de baleine Saguenay. Oui, j'ai vu ça aussi. C'est un Puis, on- poisson d'avril. Ah, c'est un poisson d'avril. Ben oui. j'avais même Beyond pas allumé. Petroleum. C'était L'apéro cigare, c'était l'apéro cigare, c'était l'apéro cigare. Salut tout le monde. Merci tout le monde. Ciao. Peace.